Buzz l'éclair, ranger de l'espace. Il y a longtemps qu'on ne s'était vu. Pour un peu, vous me manqueriez, vous savez. Mon pauvre ami, vous n'aviez donc pas remarqué que la porte était basque? Je clique 2 fois. Imbécile, tu cliques. Ah bah merci, t'es sympa. Alors, bonjour à toutes les oreilles cassées qui nous écoutent et bienvenue dans Stop Motion, votre émission qui vous parle d'animation. Salutations les petits chats, coucou les petits chats, comment allez-vous ? Pardon. Damn, ça va les gens. Et vous ? Salut. La forme, tout ça. Carrément. In shape même. Ça fait encore super longtemps qu'on s'est pas vu. Ouais, c'est vrai. Ça fait un Oh peu. là là là. T'as fait un an. Non, Pas loin, hein. Ça fait un moment qu'on n'a pas enregistré. Ouais. Le mec n'a pas du tout la notion du temps, mais... On prend beaucoup trop de vacances, c'est pour ça. Beaucoup trop, ça va hein. Un petit peu, comme tout le monde. Alors, petit rappel avant de débuter l'épisode, vous pouvez nous soutenir ce podcast financièrement via notre page www.patreon.com/stopmotionpod. On vous prépare un palier, même si les goals sur Patreon ont été supprimés. C'est pas de notre fait, hein, c'est Patreon qui a décidé de ça. On vous prépare quelque chose pour ce premier palier qui pour nous a été passé. On vous en dit pas plus pour le moment, ça sera, on pense, une surprise. Et en tout cas, merci beaucoup pour votre soutien à nos mécènes de Patreon. Merci beaucoup à vous. C'est vraiment adorable ce que vous faites. Et merci beaucoup encore une fois. Et on vous souhaite un très bon épisode. Et si vous pouvez nous soutenir, n'hésitez pas. Sinon, c'est pas grave. Hein, si vous nous écoutez et que vous partagez nos épisodes, si vous likez, tout ça, c'est déjà d'une grande aide. Les copains, qu'est-ce qu'on a au programme aujourd'hui ? Aujourd'hui, bah vas-y, je t'en prie, Sta. Ah oui, non, pardon. J'avais pas vu qu'il y avait... De quoi ? J'allais dire comme ça, moi j'allais improviser. Vas-y. Improvise si tu veux, hein, YOLO. Hein. Non, je vais dire, on a un petit Ghibli. Ça fait longtemps. Bah ouais. Voilà. Ouais, dernier film de notre thématique, Les Enfants Perdus. Hein. Yes. Pour lequel vous avez voté. Merci à ceux qui ont participé. Donc, si tu tends l'oreille, voilà, troisième et dernier film pour cette thématique. Est-ce que tu nous présenterais pas rapidement ce Si tu tends l'oreille, Claire ? Donc, on se retrouve pour discutailler donc du film susnommé Si tu tends l'oreille, réalisé par Yoshifumi Kondo au sein du studio Ghibli en l'année standard 95. Il faudra attendre pas moins de 20 ans avant que le film sorte officiellement en France, soit en janvier 2015, directement en DVD et Blu-ray. Donc le film se situe, je dirais, dans le genre tranche de vie et relate la vie quotidienne des protagonistes avec une petite touche de fantaisie, de magie et de poésie que l'on retrouve souvent dans les Ghibli, bien que ce film-ci soit plus réaliste, je trouve, dans son approche et son univers. On peut parler d'une comédie romantique, parfois dramatique et familiale. Mm-hmm. Ouais, plutôt d'accord. Alors 20 ans, ça me fume, quoi. Il y aura un Mickey, ça aura pris 3 semaines, quoi. Ah ouais, j'étais surprise. Bah... Non, mais c'est pas tellement étonnant, parce que le premier qui est sorti, c'est Mononoke, je crois. Et, au cinéma ? En France. Ouais. C'est en France. Porco Rosso. C'est Porco Rosso ? Ouais. Ok. Bah, en tout cas, c'est fin 90, je crois. C'est 95, je crois, Porco Rosso, et Mononoke 97, 98. Ouais, il y a eu plein de Ghibli avant qu'on n'a pas eu, qui Ouais. ils sont sortis au Japon, quoi. C'est pas le seul, lui a vraiment tardé. Hein. Ouais, mais entre deux, on a eu Disney comme distributeur en Ouais, France. Ils auraient pu le sortir. T'as pas vu, parce que lui, il est arrivé quoi, en 2010 en 2000 combien il est arrivé en 2015, 2015. ouais, alors qu'il est sorti en 1995. En France. Ouais, j'avoue que là, c'est un peu abusé. Peut-être c'est parce ça. que c'était par Sorti en Miyazaki, 95. je sais pas. Ah bah, Ouais, je pense. sûrement. Sûrement. C'est pas Sûrement. Miyazaki ou Takahata aussi qui est un peu, ils sont Oui, un peu- voilà, tout à fait. qui sont réputés aussi. Hein. Alors, pour ce qui est du synopsis, à Tama, près de Tokyo, dans les années 90, le petit monde de poésie et de lecture de Shizuku va se faire secouer les puces suite à sa rencontre d'un chat des plus énigmatiques. Suite à la rencontre d'un chat des plus énigmatiques. Suite à cela, Shinjuku va remettre en question ses envies et aspirations et se lancer dans le plus gros projet de sa jeune vie, quitte à délaisser tout le reste pendant un temps pour devenir la Luffy Girl. J'avoue. Euh, La Luffy Girl originale. C'est vrai. Originelle. C'est vrai. Comment avez-vous découvert ce film ? La France veut savoir. Moi, je l'ai découvert il y a quelques années parce qu'il y a eu un moment où j'ai eu une petite lubie. J'ai dit, je vais me faire tous les Ghibli. J'ai pas vu grand-chose. Et j'ai toujours pas fini. Mais bon, il m'en manque quelques-uns.
Ouais, j'ai commencé par Nausicaa, tout ça, et puis à un moment, il y a eu celui-là, quoi, et c'est comme ça que j'ai découvert. Je crois que c'était pas loin de, tu sais, quand il y a eu Netflix qui les a tous mis, là, il y a eu un moment où Netflix a mis tous les Ghibli. C'était pas longtemps avant, c'était 1 an avant, je crois. Ok. Et c'est comme ça que j'ai découvert, en tout cas, voilà. Ok. Donc tu l'avais déjà vu avant de... Je l'avais déjà vu, ouais. Ouais, ok. Toi, Claire? Oui, pardon. C'est pas le plus connu des Ghibli, en France du moins comme on disait, plutôt, et donc j'ai bugué, excusez-moi. Donc oui, enfin pour moi en tout cas, pour ma part, je le connaissais pas du coup avant qu'on en parle et qu'on se dise qu'on allait le faire pour le podcast. Je l'ai découvert en gros, je pense aussi quand ils les ont tous mis sur Netflix, je regardais un petit peu quel Ghibli était sorti. J'avais vu celui-là que je ne connaissais pas. Et pourtant, il y a tous les éléments subtils et nécessaires que j'adore à la recette Ghibli dans ce film-là. Pareil, en vrai, j'avais commencé à m'intéresser aux œuvres de Miyazaki il y a un petit moment. Je pense, moi, en gros, c'est quand j'ai découvert avec Chihiro, je pense, donc qui est le premier film de Miyazaki qui a vraiment bien marché par chez nous. Et après, du coup, j'ai été très curieuse. Et pareil, il y a eu une petite période où je me suis dit, je veux tous les voir et tout. Et pareil, du coup, c'était pas encore à jour. Donc celui-là, je l'avais pas vu. Je l'ai découvert donc pour la première fois pour le podcast. Et je crois... mais par contre, je l'avais quand même du coup déjà vu passer plusieurs fois sur Netflix. Donc c'était quand même dans ma tête de me dire, faudra que je le voie un jour, il a l'air sympa. Et du coup, je suis bien contente de l'avoir vu pour le podcast en plus. Donc on va pouvoir en parler, c'est très cool. Donc voilà, en gros. Ok. Et toi, Léro ? Moi, pour finir, je connaissais le film de nom depuis un moment. Il était sur ma liste, la fameuse qui est Un puits sans fond. On a tous cette liste-là, je crois. C'est infernal, hein. Une watchlist infernale, ouais. Donc je le connaissais depuis un moment, mais je l'avais pas, je l'ai jamais, je l'ai jamais lancé. J'ai jamais eu le petit déclic, même si de temps en temps je me refaisais ou je découvrais un Ghibli. Et j'ai mis un moment avant de sauter le pas, et du coup on a profité du podcast pour se le mettre de côté, et puis se dire vas-y, on va le mettre dans cette thématique. Donc voilà, je l'ai découvert à l'occasion du podcast, donc on l'a découvert ensemble avec Claire. Et en vrai, c'est assez dingue que je l'ai pas vu plus tôt, parce que ça m'aurait bien plu, même il y a quelques années. Et c'était une chouette découverte, hein, sommairement. Et, vraiment dommage qu'il ait mis notamment autant de temps à arriver en France. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il a peut-être mis aussi un peu de temps à le voir, parce que on n'entend pas beaucoup parler. C'est un film assez discret, hein, on le voit assez rarement revenir, même dans les films d'animation. Dans les tops et tout, ça revient pas. Ouais, non, c'est assez rare. J'ai déjà vu passer dans des tops Ghibli et compagnie, mais j'en entends rarement parler dans l'animation générale, entre guillemets, japonaise, quoi. Ouais. Voilà, au cinéma, quoi. Voilà. Non, pareil, ouais. Pour qu'il y ait de la justification, pourquoi on l'a mis dans la thématique les enfants perdus? Écoutez, pour ma part, en tout cas, j'ai vraiment découvert le lien avec les thématiques en regardant le film, puisque je n'avais aucune idée de ce dont ça parlait. Mais ouf, heureusement, on s'est pas trop planté, puisque je trouve que le film il trouve parfaitement sa place sur le podium de la thématique des enfants perdus. Par le prisme du point de vue donc, de la vie quotidienne, si tu tends l'oreille, il aborde avec subtilité le passage de l'enfance à la vie adulte, mais aussi la quête identitaire à travers la recherche de soi, de ses envies, de ses buts et de ses rêves. Donc Shizuku, elle traverse une période complexe où elle se sent perdue sur de multiples aspects et elle mène son combat personnel pour se frayer un chemin dans la vie. Je trouve d'ailleurs que plusieurs personnages sont concernés par cette thématique, comme par exemple aussi Seiji ou son grand-père, bien que le grand-père ne soit plus un enfant depuis longtemps, mais il y a aussi des personnages plus... comment dire ? Mais, enfin, je sais pas trop comment dire. Pas des personnages humains, mais comme celui du baron, qui est aussi dans un sens perdu et séparé à jamais de celle qu'il aime. Donc il y a cette thématique un peu des personnages qui sont un peu perdus sur certains aspects de la vie et qui cherchent malgré tout soit à retrouver ce qu'ils ont perdu, soit à avancer et à se remettre de certains drames passés, etc. Donc je trouve ce film, il rentre parfaitement dans la thématique pour le coup. Je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord avec toi. À vrai dire, il y a une part d'heureux hasard, hein, que ce film colle aussi bien à la thématique, hein, comme tu le disais. Il y a que Ista qui l'avait vu. Je sais pas si tu t'en souvenais beaucoup. Pas beaucoup, non. Et moi, je savais juste que Shizuku serait une enfant paumée à un moment, mais je savais pas à quel propos, si ça allait être métaphorique, physique ou pas, etc. Suite à une brève recherche sur le film, vraiment pour
assez bref pour me garder un peu de mystère. Donc il y avait un petit peu de hasard aussi, de hasard heureux voilà, dans cette sélection. Et voilà, bah, finalement, ça tombe à pic, quoi. Ça tombe à pic. Mais je savais que le film brassait pas mal de choses sans en connaître les enjeux, parce qu'on l'avait déjà quand même recommandé. Et voilà, quoi, bah, super, ça colle parfaitement, c'était cool à découvrir. Pour ce qui est du contexte du film, ça vous dit de passer au film ? Bah oui. Eh bien oui. Le film est une adaptation du manga éponyme, donc de Aoi Hiragi, donc une mangaka japonaise, c'est publié en 1989. Une suite existe, elle se situe 2 ans plus tard et elle s'intitule, si tu tends l'oreille, Les Temps Heureux, ou Mimiwu Sumaseba Shiawase no Jiakan, qui est d'ailleurs une version live qui arrive bientôt. Ok. Oui, j'ai vu le trailer. Ah ouais, Tout à d'accord. l'heure, j'ai tapé le nom et j'ai vu le trailer, c'est Sony qui le fait. Ah, Ouais. d'accord. Il y a le baron et tout. Genre. Ok, pourquoi pas, Ouais. ouais. C'est un film japonais, sur le coup. Ok. Le projet serait l'initiative de Miyazaki. C'est pas lui qui était le producteur initial, mais il a récupéré la prod en cours de route. Et il est aussi au storyboard et à l'écriture. Donc Miyazaki était quand même assez impliqué dans ce film. Ouais. Ça me fait penser à... C'est du jeu vidéo, mais ça me fait penser à Armored Core. Voilà, c'est Armored Core 6. Non, c'est Miyazaki aussi qui a lancé. Enfin, pas le même, mais bon. Ouais, donc entre guillemets le papa des Dark Souls, des Souls, Elden Ring et compagnie, quoi, voilà. Qui s'appelle aussi Miyazaki. Bon, on n'est pas un podcast de jeux vidéo, donc voilà. Pardon, j'ai pas les refs. Si tu veux, tu peux enchaîner, Claire, si t'as envie. Donc, le studio Ghibli semble d'ailleurs sensible aux œuvres de Madame Hiragi, puisqu'il réadaptera également un autre de ses mangas reliés au même univers, Baron Neko no Donshaku, plus connu sous le titre du Royaume des Chats, donc publié en 2002 et adapté la même année. On retrouve d'ailleurs des personnages communs aux 2 histoires, le baron Humbert von Gickingen, oula, c'est pas facile à dire, et Muta, tous deux des protagonistes félins. On peut d'ailleurs y voir un lien entre le premier opus, donc Si tu tends l'oreille, qui parle de l'inspiration et de la création d'un roman mettant en scène ces personnages, et le second opus, donc Le Royaume des Chats, qui lui adapte directement l'une de ces histoires fantaisistes et magiques que vont vivre en fait ces personnages. Cependant, il n'y a pas de lien plus concret et tangible entre les deux histoires sont indépendantes l'une de l'autre, c'est juste qu'il y a des personnages communs. Vous avez pas lu, vous, par exemple, Le Royaume des Chats, même en manga, un truc comme ça, non ? Non, malheureusement. On a vu le film tous les 3. J'ai vu le film, Le Royaume des Chats. Pareil, mais j'ai pas lu. Ouais, on l'avait revu ensemble. Ouais. D'ailleurs, quasiment dans la foulée. Exactement. Voilà. Ça, et on avait fait aussi Aya la sorcière. Ouais, c'est bon, on était dans les Ghibli là. On était chaud. Qui pour nous parler un petit peu du réalisateur Yoshifumi Kondo ? Je vais le faire. Vas-y. Donc Yoshifumi Kondo, il commence sa carrière en 68 chez A-Production et il travaille en tant qu'animateur clé sur des projets tels que la série télévisée Lupin 3 de 71 à 72. En 72 et en 73, il travaille en tant qu'animateur clé sur les films Panda Petit Panda, écrit et réalisé par Miyazaki et Takahata. En 1978, il rejoint le studio Nippon Animation et travaille notamment sur Conan, la série Conan le fils du futur avec Miyazaki. Je précise, j'ai précisé avec Miyazaki dans les conducteurs, parce que c'est important, ils ont commencé à travailler très tôt et énormément de fois ensemble avant qu'ils se retrouvent chez Ghibli. Oui, donc ils ont déjà un background commun. Oui, Conan le fils du futur, je crois que c'est sorti avant. Oui, c'est pas Ghibli, c'était avant, je crois. Ouais, c'est avant. C'est pas produit par Ghibli, hein, c'est... Du coup, c'est Nippon Animation, je crois. Ah d'accord. Okay. Il a aussi travaillé sur Anne, la maison au pignon vert avec Miyazaki aussi. Et Tom Sawyer. Et Tom Sawyer, il n'y avait pas Miyazaki aussi à la prod ? Non, ça me dit un truc. Je sais plus, mais c'est possible qu'il ait aussi travaillé un peu sur le projet. Sachant que Miyazaki ne réalisait pas forcément des épisodes, là, il était aussi à l'animation, à la direction de l'animation, ce genre de choses sur ce genre de projet-là, quoi. Ok. Kondo est impliqué dans le domaine de l'animation, plus d'être talentueux dans cette activité, il écrit Animation no Hon, un livre sur l'animation pour débutants. Il était aussi actif syndicalement, donc c'était plutôt quelqu'un d'appliqué dans la vie professionnelle. En 80, il rejoint le studio Telecom Animation Film, où il travaille sur la série télé Sherlock Holmes de 84-85, réalisée par Kiyosuke Mikuruya et Hayao Miyazaki sur 6 épisodes.
en tant qu'animateur clé et character design, création de personnages. Il a donc déjà travaillé à plusieurs reprises avec Miyazaki et Takahata quand il entre au studio Ghibli en 1987. Il travaille alors sur tous les films sortis depuis, soit en tant qu'animateur clé ou en tant que chef de l'animation. Exemple, Le Tombeau des Lucioles en 88, Kiki la Petite Sorcière, où il co-dirige l'animation avec Miyazaki, ou encore Porco Rosso, entre autres. Ouais, donc il était vraiment impliqué assez hautement dans mine de rien, dans la prod, dans la réal. Ils étaient proches, donc ça sort pas nulle part qu'ils puissent adapter un film chez Ghibli par la suite. Fait cette confiance. Et, Qui lui a accordé cette confiance-là. Il était très... Il est là depuis le début, pratiquement, quoi, sur le coup. Ouais, et puis c'était un aussi bon animateur, un aussi bon dessinateur que Miyazaki, que Takahata. Il avait la confiance, il avait la confiance de ses camarades, de ses potes. Je sais pas à quel point ils étaient proches, mais je crois qu'ils étaient assez amis, en fait. Oui, je pense. Ouais. Et voilà, quoi. Donc il passe à la réalisation avec Si tu tends l'oreille en 95, et en dehors du téléfilm... Je peux entendre l'océan, sorti en 93. Son film est le premier à ne pas être réalisé par Miyazaki ou Takahata au sein du studio. Ces derniers fondent beaucoup d'espoir en Kondo, puisqu'il est pressenti pour devenir le successeur du studio Ghibli après la retraite de ses deux fondateurs. Malheureusement, l'histoire en aura décidé autrement, puisque Kondo décide brutalement le 21 janvier 1998, à 47 ans, d'une dissection aortique, probablement déclenchée par le surmenage. Je crois que c'est ce qu'a eu Kentaro Miura aussi. Je crois que malheureusement... C'est assez récurrent, je crois, au Japon. Ouais, malheureusement, beaucoup mettent leur santé en... Comment dire malmènent leur santé dans ces domaines-là, en effet. Sachant que quelques années avant, il avait déjà pris un gros arrêt, je crois. Il avait mis en stand-by quelques temps, il me semble, sa vie pro, parce qu'il avait dû être soigné d'une très grosse pneumonie. J'avais vu ça aussi. Ouais, non, je sais pas à quel point c'était peut-être dû à la fatigue ou pas, mais non, ça a sans doute joué sur sa santé. Ouais. Au scénario, donc on a Miyazaki. Je connais pas, c'est qui? Non. On va peut-être pas le représenter, surtout pouvoir parler de lui peut-être vite fait. Écoutez notre podcast sur le château d'Antiel, sur je sais plus ce qu'on a fait. Sur Lupin, Kiki la petite sorcière. La petite sorcière, ouais, on a fait 3. Donc si vous voulez des infos sur Miyazaki, n'hésitez pas à aller écouter ces 3 podcasts. Exactement. Et donc Miyazaki est le producteur via le studio Ghibli, donc le fameux studio d'animation japonais créé en 85 par Miyazaki et Takahata, donc connu pour Kiki la petite sorcière, Pompoko, Mon voisin Totoro, Le Tombeau des Lucioles, et dernièrement Aya et la sorcière de Goro Miyazaki, et prochainement peut-être, on sait jamais avec lui, peut-être le dernier film de Miyazaki. Quand même, on espère là. Qui devrait sortir en novembre par chez nous, donc Le garçon et le héros. C'est ça. Est-ce que vous voulez nous parler du casting ? Oui. Claire, vas-y. Non. Non, j'ai pas envie. Allez. Oui. D'ailleurs, est-ce que vous avez vu le film en VF ou pas ? Enfin, Claire, non, on l'a vu en japonais, mais est-ce que tu l'as revu en VF en fait ? Si, peut-être. Ah oui, d'accord. VF, moi, Ista ? Ouais, moi j'ai regardé en VF. Qui est sympa du coup ? Oui. Ok. Très bien. Moi, j'ai revu les deux du coup. Ok. Ça va. J'ai pas du tout tenté la VF, j'avoue. Vraiment en travaillant, j'ai remis le film en fond une fois en japonais, une fois en VF, et ça va, ça passe. Il y a des trucs que je préfère en japonais, c'est sûr, mais ça va. Ouais. L'idée est là. Ok. Eh bien... Il n'y a pas Cadmerat qui fait une voix. Ça, Olivier Giraud. Olivier Giraud qui fait le baron. Là, il parle pas, du coup, ça va. Ah si, je suis con, il y a des scènes. Si, il parle oui. Oui, donc on a Shizuku Tsukishima, qui est donc l'héroïne du film. La voix japonaise, c'est Yoko Onna, et la voix française, c'est Kelly Maro. Ensuite, on a Seiji Hamazawa, donc le love interest de Shizuku, type artiste un peu cynique. La voix japonaise, c'est Issei Takahashi, et la voix française, c'est Hugo Brunswick. Ensuite, on a Asako Tsukishima, la mère de Shizuku. Donc la voix japonaise, c'est Shigeru Muroi, et la voix française, c'est Marie-Laure Dougnac. Ensuite, Seiya Tsukishima, le père de Shizuku. Voix française, Tachibana, non, voix japonaise, Takashi Tachibana, et la voix française, Alexis Victor. J'étais en train de regarder justement parce que le nom me disait quelque chose. Ouais. Et c'est la voix en VF de Rocket Raccoon et de Loki aussi. Ah, d'accord, ok. Voilà. Ok. Ensuite, on a Shio Tsukishima, la sœur de Shizuku. Donc la voix japonaise, c'est Yorie Yamashita, et la voix française, c'est Marion l'écrivain. C'est drôle.
Shiro Nishi, qui est le grand-père de Seiji. Donc, la voix japonaise, c'est Keiju Kobayashi. Et la voix française, c'est Marc Casso. Et enfin, Yuko Harada, la meilleure amie de Shizuku. La voix japonaise, c'est Maeko Kayama. Et la voix française, c'est Claire Barada. Bon, j'ai mis les personnages principaux, hein, j'ai pas tout cité. Non, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, ouais. Est-ce que tu vous parlais des petites infos diverses que tu as glanées, que tu as repérées durant le film? Que tu avais repéré du coup dans le film, parce que, en effet, il y a un certain plan de Shizuku qui a inspiré la création de la Lofi Girl. Donc, c'est le dessin d'une jeune femme écoutant de la musique au casque devant sa fenêtre, qui est devenue l'icône de la chaîne musicale du même nom sur YouTube. Et à la base, c'est même pas inspiré. À la base, ils ont repris juste Ils le ont plan. carrément repris, Ils l'ont ouais. bouclé. Ouais. Et c'est pour ça que c'est pour ça que d'ailleurs la vidéo qui faisait des milliers d'heures, 13 000 heures, je crois, elle avait été supprimée, demandée d'être supprimée par YouTube parce qu'ils n'avaient pas les droits. D'accord. Ah, je sais pas ça. Ça a été relancé. Ils ont fait quoi pour la changer sur le coup? Bah, ils ont fait une sorte de fan art, ils l'ont modifié. Maintenant, il y a même des Lofi guy, il y a des Lofi Ah bah, il y a synthwave, il y a n'importe quoi. des Oui, Lofi oui, il y en a pop, il y a beaucoup. tout. Mais et la chaîne est de temps en temps, enfin la vidéo est de temps en temps arrêtée. Je crois que le record c'est 13 000 et quelques d'heures, 13 000 l'heure et quelques de vidéos, je crois, je sais plus quoi. C'est énorme. Ah, j'avoue. Mais tu te rappelles, on avait été dans un resto, ils mettaient ça en... Ah oui, Tu c'est vrai. C'est Ouais. vrai. Bon voilà, bah, du coup ça a été changé. Maintenant il y a plein de variantes de la Lofi Girl. Voilà. Ok, ouais. Ouais, c'est marrant qu'on ait retrouvé l'origine du coup. Bah après le plan il est genre Qu'on ait le même. retrouvé. Oui, je veux dire. Je me suis dit, il y a un truc là, bah oui, c'est forcément ça. Oui. Oui, quand elle fait ses devoirs en fait sur le coup. C'est ça. comme- Ouais, oui. c'est ça. Quand Ouais. elle, Avec son casque. Avec son casque. Quand elle travaille. Bah oui, j'ai même pas calculé, mais oui. Je n'avais pas capté non plus, c'est Romain qui fait ah mais oui, ah ouais c'est vrai. Bah oui, non, mais quand tu me dis, ça me paraît Ouais. évident. Mais... Damn, ça me dit quelque chose. Et alors il y a plusieurs clins d'œil à certains films de Miyazaki qui sont faits tout au long du film. Donc monsieur s'est lancé des petits clins d'œil quand même. Hein. Il y a un livre qui est intitulé Totoro dans la bibliothèque. Il y a l'horloge ancienne qui est de la marque Porco Rosso. Ou encore, il y a une petite sorcière accrochée au-dessus du bureau de Shizuku qui nous fait forcément penser à Kiki. Perso, il y a l'une des séquences aussi imaginées par Shizuku qui se déroule dans un double tunnel serti de pierres brillantes qui m'a fait penser moi un petit peu au château ambulant aussi. Donc je trouvais qu'il y avait quand même pas mal de petites rêves par-ci par-là éparpillées. Donc, C'est pas la seule rêve d'ailleurs. Ouais. Au château ambulant, il y en a encore une. Ah Au château ambulant, au château dans le ciel, il y en au a château encore dans une. le ciel, d'accord. Oui, la pierre bleue, là, elle la cite d'ailleurs, je crois. Ouais, bah il y a littéralement les petites planètes là qui volent à un moment quand elle part, quand on découvre pour la première fois durant la scène de vol, il y a des planètes qui vont tourner autour d'elle quand le baron la prend et la prend par la main et se met à voler. Ouais. Il y a des petites planètes qui tournent et en fait apparemment c'est appelé des Laputa. Voilà. Ah ok. Bon bah il y a vraiment beaucoup de petites refs dissimulées par-ci par-là, donc voilà, c'était rigolo d'en repérer certaines plus évidentes que d'autres, mais du coup c'est rigolo. C'est une double ref, je précise, mais j'en reparlerai après. Ok, d'accord. Donc voilà, on sent que du coup Miyazaki s'est quand même impliqué à superviser et accompagner le projet, je pense, ou du moins que aussi, je pense, Kondo peut-être a aussi un certain respect pour les œuvres de Miyazaki et que c'est une manière aussi de lui rendre hommage, peut-être aussi par là, de le remercier de sa confiance, peut-être aussi, enfin je sais pas, mais en tout cas voilà, il y a toutes ces petites refs là. Après, il y a souvent des petites refs, hein, même dans d'autres. Même Miyazaki, dans d'autres de ses films, il fait des refs, etc. Ça lui arrive. Mais ouais, de toute façon, comme Kondo a travaillé sur tous les films de Miyazaki Takahata, je crois, jusque 97. Donc de toute façon, il faisait partie du projet. C'est des choses qu'il a dessinées, qu'il a co-créées, travaille ensemble depuis co-réalisées. Donc ça fait aussi partie de son taf. Peut-être qu'ils s'inspirent l'un l'autre. Enfin, il y a quelque chose aussi de commun comme ça. Est-ce qu'on passerait pas au film ? Oui. On peut passer au film, hein. Ah non, j'ai oublié une petite anecdote que je peux rajouter. C'est que pour la projection du film, la sortie du film au cinéma, donc il y a eu une pub qui était faite. Il y avait beaucoup de publicité qui était faite autour du nom un peu de Miyazaki et du côté un peu magique du film pour attirer un peu le chaland, parce que bon, c'était surtout Miyazaki et Takahata qui attiraient les gens aussi déjà à l'époque pour Ghibli. Il y a un court-métrage qui était projeté juste avant, qui s'appelle On Your Mark,
Et c'était projeté en avant, juste avant le film. Petite entrée avant Mais le plat de c'était pas un résistance. clip Quoi. musical? C'est peut-être un clip musical, mais c'est un court-métrage réalisé par Oui, Miyazaki, il me je semble crois. avoir lu aussi dessus. Je crois que c'est... Enfin, Miyazaki a fait le clip du coup d'un groupe. Et du coup, c'est un petit court-métrage. Et je crois que c'est ça. Je l'ai regardé il est disponible sur Dailymotion. Je crois que c'est ça. On Your Mars. Et... Ok. Ah bah, je l'ai pas vu, Et j'irai du le coup, voir. c'est tiens. ça. C'est un clip en fait musical. Hein. Donc, mais ouais, il y a bien la petite patte de Miyazaki, c'est sûr. Enfin, totalement même, puisque c'est lui qui a réalisé le court-métrage. Mais Eh ben, je vais aller voir ça sur Yes. Dailymotion. On passe au film? go. Yes. Qui veut commencer par donner son avis? Mais allez-y. J'ai déjà trop parlé. Bon bah Issa, tu commences? Moi? Allez. Ok. Alors, Oula. j'ai bien aimé. Sur le coup. Non, quoi, oula. J'ai cru que j'allais dire quoi. Genre, non, c'est catastrophique. Non, non, j'ai vachement aimé. J'ai beaucoup aimé le film, sur le coup. J'ai beaucoup aimé le film. Le côté... Je sais ce que je dis. Sur le coup. Non, mais... le côté slice of life, un peu... Donc le côté où en fait ça raconte juste une histoire d'adolescence, en fait, c'est ce qu'on appelle les coming of age story, donc les histoires de passage de l'adolescence à l'âge adulte. Ouais. Et ouais, ça me, je sais pas, ça me parle ce genre d'histoire. Je crois que j'aime bien ce genre de truc sur le coup. Et en fait, il y a rien de vraiment fantastique à part peut-être une scène ou quoi, mais je trouve que c'est très ancré dans le réel, dans le quotidien. Et en fait, ça m'a plutôt plu sur le coup. Ça permet de s'identifier au personnage, etc. Quoi. Ce que j'ai bien aimé, c'est le personnage principal sur le coup. Donc, qui s'appelle Shizuku. Shizuku, parce que j'ai trouvé qu'elle était vachement, elle était très nuancée en fait. Elle pouvait autant, c'était pas juste la jeune fille naïve ou il y avait pas un archétype quoi. Elle avait plein d'expressions, plein de ouais, je sais pas vraiment comment dire, mais ouais, elle est très, elle est pas binaire quoi. Ouais, non. Elle est assez complète, elle est assez construite. Ouais, très complète, ouais. C'est pas un archétype quoi, c'est vraiment un personnage humain qui a des moments de faiblesse, des moments où elle pleure, elle rit, des fois elle s'énerve. Et ça, j'ai trouvé ça très cool. Et, Elle fait vraiment enfant, elle fait vraiment collégienne, moi je trouve. Ouais, oui, c'est vrai, ouais. Mais ouais, c'est vraiment un film qui parle de qu'est-ce que ça va être ton avenir, qu'est-ce que tu vas faire plus tard, etc. Et ça, ouais, c'est cool, quoi. Ça change, je trouve. Parce que je crois pas qu'il y en a beaucoup des Ghibli qui parlent de ça, sur le coup. Il y a Kiki. Ouais, oui, c'est vrai que Kiki, elle trouve un travail. En tranche de vie, il y a Kiki, il y a Totoro. Et il y a Le Tombeau des Lucioles, même si c'est plus tragique. Et Tranche c'est de aussi vie récit de vénère, guerre, mais... quoi. Tranche de vie vénère, Ouais. mais tranche de vie. On peut... Oui, tout à fait. Totoro, il y a quand même aussi, en effet, ce côté tranche de vie, mais il y a toute une part fantastique, etc., qui a moins dans celui-là. Ouais, c'est ça. Ah oui, ouais. il y a une part fantastique, Ouais. mais tu sais pas si c'est vrai ou pas. Et t'as des doutes constants, Oui, et ça oui, n'empêche bien pas sûr. qu'on est sur une Ça famille reste qui tranche de vie, s'installe ça, avec ouais. une mère malade. Tout à fait. On est sur la petite vie de famille de deux jeunes filles, une qui doit s'occuper de sa grande, aider son père à la maison et s'occuper de sa petite sœur. Et Kiki, c'est pareil, on est sur une tranche de vie, c'est mais ça, d'une c'est sorcière. Hein. Elle va apprendre à travailler, monter son business, tout ça. C'est juste Il y en qu'il a y a des éléments Oui, fantastiques. voilà, tout à fait. Oui, il y a des éléments fantastiques. Et là, pas trop avec le baron, mais. C'est amené par le rêve et l'imaginaire. Oui, Ouais, c'est c'est ça. ça. Ouais, c'est ça. Mais on n'est pas sur On un joue film moins fantastique. on est d'accord. sur le comment dire, sur la perception, on pourrait se dire est-ce que c'est vrai ou pas. On sait que c'est complètement un fruit de son imagination. On sait que c'est faux. On sait que ça arrive pas. C'est son travail, c'est son art quoi. Enfin c'est sa création. Mais du coup, Ouais.
comme tu disais si bien, c'est plus ancré dans le réel, en effet. Voilà. Ouais, c'est complètement incroyable. Il y a Souvenir goutte à goutte qui est un peu dans j'ai le même pas vu délire, je celui-là. dirais. Et ensuite, il y a tout ce qui est très... Enfin, parce que ça sera... On en parlera dans les thématiques, mais il y a beaucoup au niveau de la musique aussi. Il y a tout un... Voilà, il y a tout un truc autour de la musique. Et même l'OST, en dehors, je la trouve magnifique. Ouais. J'aime beaucoup la musique du film, je la trouve très très cool. Et c'est... Ouais, je sais pas, c'est un film qui fait du bien, je trouve. qui... C'est good vibe, quoi. Tu sors, t'es content. Je suis Voilà. d'accord. Ouais, je suis complètement d'accord aussi. Je plus sois. J'ai aussi ressenti ça, ouais. Et voilà, voilà, on verra. J'ai peut-être des choses à dire après, quand vous allez parler. Ouais, on va rebondir. Bah écoute, Ouais. Claire, je t'invite à sur cette lancée à continuer. Je crois que t'as des petits trucs à dire aussi. Pardon, j'ai encore écrit des Il y a un plan, il y a 3 copies doubles, et une conclusion, donc accrochez vos ceintures. C'est ça, en trois parties. C'est une thèse. Non, quand même pas. C'est ça, j'ai écrit un mémoire, en fait. On va te laisser, hein. Moi je reviens, je vais manger à tout à l'heure. Préparer un petit encas. Pardon, désolée. Je me suis emballée, mais en même temps, c'est parce que j'ai trouvé que c'était trop bien. Aussi, je pense pas d'ailleurs exagérer en disant qu'il s'agit d'un des Ghibli qui m'a peut-être le plus touchée. Après, je suis peut-être influencée parce que du coup, je l'ai vu récemment et du coup, je suis dans l'enthousiasme un peu du moment. T'es encore à chaud, quoi. Mais voilà, encore à chaud, exactement. Mais franchement, je me suis vraiment laissée embarquer parce que je trouve que ce film, il a bien plus de propos et de profondeur qu'il ne laisse paraître derrière son apparente légèreté. Et c'est ce que j'aime. Je trouve ça vraiment très intelligent comme manière de présenter le quotidien, en fait. Donc, à travers une histoire simple où rien d'incroyable ne semble se passer, on suit la vie familiale et sociale d'une jeune collégienne comme beaucoup d'autres. Comme tu disais, Romain, Kondo, en fait, il nous propose, je trouve, une réalité en aventure humaine et émotionnelle très riche et subtile. Il arrive à insérer un petit peu de poésie, un petit peu de magie, juste ce qu'il faut, pour dévoiler quelque chose de brut et d'authentique. Et d'ailleurs, c'est exactement le propos de l'histoire, finalement. Je citerai le grand-père qui disait que chaque pierre brute renferme une pierre précieuse à polir, qui fait notre richesse. Donc, si tu tends l'oreille, aborde des C'est beau, thèmes... ça. Comment ? J'ai dit c'est beau. Oui. C'est beau ce C'est qu'il a vrai dit, le que grand-père. c'était joli. C'est une belle métaphore. Donc, Si tu tends l'oreille aborde des thèmes universels qui nous concernent tous, puisqu'il explore la complexité des sentiments humains et des questions que l'on se pose plus ou moins tous un jour. Qui suis-je ? Quel est le sens de ma vie ? Quels sont mes rêves ? Où ai-je envie d'aller ? Ai-je le courage d'y aller ? Et finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Chaque personnage du film a des envies, des besoins ou une vision des choses différentes, et c'est OK. C'est un film qui parle de choses complexes, mais de façon simple. Et c'est ce qui me touche beaucoup, car je me projette et m'identifie plus facilement. Ça fourmille de détails, de petits gestes anodins, sans réelle incidence sur l'histoire, mais qui rendent du coup le tout très vrai et vivant. Et d'ailleurs, c'est pas forcément chose aisée que de parler de choses simples, finalement. Par exemple, je vais prendre le thème de l'amour. En soi, c'est un concept simple que l'on se représente tous, mais c'est pas facile, je trouve, de l'exprimer au travers d'une histoire, ce que peut être vraiment l'amour sans tomber dans le vu, le revu, dans le trop, le lassant, le gênant, ce qu'on veut. Là, je trouve que c'est parfait, en vrai. L'amour, il est abordé sous plusieurs facettes. Donc, on a le premier amour, on a l'amitié, on a l'amour familial, l'amour perdu, l'amour propre aussi. Et à chaque fois, je me suis dit que c'était juste. Il n'y a pas une seule fois où je me suis dit que c'était trop fait, trop du cinéma, ou même si c'est bien sûr romancé, hein, mais j'ai toujours trouvé ça parfaitement juste. Ouais. En fait, la simplicité de présentation, elle va droit au cœur et c'est sans détour. Après, j'ai beaucoup aimé le propos du film autour de la création, de l'art, comme vecteur d'enrichissement personnel, comme moyen d'explorer qui l'on est, et sa sensibilité profonde. L'art est relié profondément à l'âme humaine, et le fait de parler ici de musique, de littérature, d'artisanat, dans un film d'animation qui fait la part belle au dessin, à la création, il y a peut-être là une réflexion et une mise en abîme intéressante sur la propre expérience des créateurs du film. Shizuku grandit à travers son expérience de la création. Elle se bat et elle entreprend un voyage intérieur riche. Gros point positif pour moi également, c'est la fin du film que je trouve parfaite. Et c'est pas toujours évident de terminer une histoire, surtout une histoire très réaliste comme celle-ci, où il n'y a pas vraiment un scénario d'action ou un fil rouge, dans le sens où c'est juste la vie qui suit son cours jour après jour. Et donc cette scène finale de déclaration d'amour entre Seiji et Shizuku, elle pourrait paraître grotesque, niaise ou ridicule, mais moi je trouve qu'elle est parfaite.
Le je t'aime, il est finalement la manière la plus pure et évidente de finir ce film. Et ça résume très bien la tendresse générale qui se dégage tout au long du visionnage. C'est limpide, c'est simple et c'est beau. Et je rappellerai que Seiji dit quand même à Shizuku « Je t'ai appelé avec mon cœur et tu es apparu. C'est incroyable entre nous. » Et je trouve que c'est la meilleure punchline de Love Punchline ever. Voilà, je trouve ça très très mignon et voilà. Par contre, attendrissant. ça cut d'un coup, moi ça m'a surpris sur le coup. Ouais, de ouf. En mode ça cut, J'ai le bien générique. aimé. Ah. Ouais. Je me dis, ah ouais, ok, mais c'est parfait en fait. Ouais. Le générique moi, ça m'a vraiment beaucoup plu. Ouais. Le générique est très sympa d'ailleurs, je trouve. Aussi, ouais. Parce qu'il se passe des trucs en fond et machin, et t'as un peu on la voit les suite de l'histoire. personnages, marcher. Ça continue en fait. Ouais. C'est ça qui est sympa, c'est qu'on voit que la vie continue, quoi. C'est c'est ça, c'est le propos du film un peu. Hein. La vie quotidienne qui suit son cours. Et donc, du coup, pour conclure cette dissertation beaucoup trop développée, je dirais que ce film est un hommage à la beauté de la vie, de l'amour, de la création, de l'âme humaine et de ses tourments, à la simplicité parfois si complexe de nos existences. C'est full tendresse, c'est good feeling, et ça parvient le difficile challenge de rendre l'ordinaire extraordinaire. Donc pour moi, masterclass. Voilà. Claire, elle chante la vie, là, c'est Édouard Baird. Donc, donc vous êtes deux à avoir pété votre crâne, est-ce que moi j'ai pété le mien, quoi? C'est ça qu'on veut savoir. Est-ce que tu penses que c'est du poulet? Est-ce que c'est du poulet ou pas? Oui. Ouais. Alors, il y a des petits trucs à dire quand même. Avion de chasse ou pas? Non, en vrai, c'était grave bien, on est d'accord. Hein, j'ai pété mon crâne aussi. Hein, j'ai 2 tables basses maintenant pour le prix d'une, donc je suis content. Je me doutais en vrai sincèrement que j'allais pas passer un mauvais moment devant un Ghibli parce que il m'en manque encore 2-3 je crois, mais jusqu'à présent même ceux que j'aime un peu moins, j'ai jamais passé un mauvais moment devant un Ghibli. En général c'est plutôt quali, mais là j'ai vraiment adoré. C'était vraiment une belle surprise comme j'aime en avoir devant un film. Et c'est un film, on parlait de tranche de vie, c'est un film qui me confirme avoir, je pense, beaucoup d'affinité et d'affection pour les productions un peu tranche de vie de Ghibli. C'est pas forcément on va dire un genre avec des grosses guillemets vers lequel je m'oriente. Tu te diriges, Ouais. Mais je trouve que, comme je disais un peu plus tôt, du coup, comme on le rappelait, si tu tends l'oreille, ça s'inscrit vraiment dans la lignée de Totoro, de Kiki, donc dans lesquels on suit le quotidien de jeunes filles qui sont perturbées à un moment donné, mais dont on va voir leur petit tracas quotidien, quoi. Même s'il y a un peu de magie dans les 2 premiers et beaucoup plus de tracas dans Tombeau des Lucioles, on va pas se mentir. Légèrement, oui. Légèrement, peut-être. Légèrement. Mais je trouve qu'il a rien à envier à ces films-là que j'aime beaucoup. Et ça s'inscrit pour moi dans cette continuité de ce qui se faisait à l'époque aussi chez Ghibli. Puis Mais il n'a pas atteint le statut culte d'un Tombeau des Lucioles, quoi. C'est dommage. Bah non, malheureusement, il reste un peu au second plan ce film. Enfin, j'ai l'impression, hein, mais... Après, nous, on ne les a pas au Japon, donc peut-être pas, je sais pas. Mais... C'est ça. Est-ce que c'est juste par ici ou... Ouais. Parce que là, s'ils font un film japonais dessus, peut-être que... C'est un live action, peut-être que c'est connu, quoi. Là-bas. C'est un peu plus connu au Japon qu'en France, mais c'est sûr. Mais je sais pas... C'est un peu dommage, ouais. Après, bon, il a mis 20 ans à arriver en France, bon... oui, nous, on l'a eu tard. Ça aide pas, et... Non. Malheureusement, on connaît pas des masses, quoi. Et outre, ces qualités visuelles sur lesquelles nous reviendrons, je trouve que le film de Kondo exprime une certaine sincérité et précision dans ce qu'il veut nous partager, que ce soit dans ses dialogues, parfois drôles, touchants, ou encore juste dans la contemplation de voir le paysage défiler lorsqu'on suit Shizuku dans ses déplacements avec la musique comme accompagnement, genre quand elle prend le métro, genre de choses, quand elle se balade, quand elle se déplace dans la rue, j'aime bien en fait, c'est juste des séquences que tu vois et il y a un peu de vie et je trouve ça cool, quoi. Et je pense qu'il m'a vraiment le plus touché, c'est lorsque le film aborde le thème de la création, le fait que Shizuku prenne conscience au fur et à mesure qu'elle pourrait créer elle aussi comme Seiji et son grand-père Shiro, ou encore comme les autoristes qu'elle lit tant. Le fait qu'elle mette tout de côté pour se consacrer à la création personnelle, pour elle et se découvrir à travers aussi, c'est un message qui m'a beaucoup parlé et beaucoup touché. Et je trouve d'autant plus juste l'allégorie de la pierre, d'ailleurs utilisée par Shiro dans le film, qui évoque le fait que l'on apprend en pratiquant, que l'on évolue et que chaque étape a son importance, et que le talent c'est de la pratique et qu'il n'y a de magique uniquement que les sensations et les sentiments que vous évoqueront une œuvre. Le talent c'est pas magique, c'est du travail.
Et il y a un partage de la création, je trouve, à travers tout ça dans le film, et un souhait d'expliquer et peut-être de permettre de délier des nœuds créatifs chez certains, peut-être. Pour terminer, le film serait pour moi vraiment une ode à la pensée créative, qui dans le récit va s'avérer être un moteur pour Shizuku. Écrire va lui permettre de s'épanouir, se découvrir, et être aussi une base commune pour sa jeune relation amoureuse avec Seiji, qui lui se destine à la lutherie, donc aussi un artisan. Et quand personnellement je vois le film, j'ai à la fois envie d'explorer le monde onirique dépeint par Shizuku, mais tout aussi tout mettre en pause et aller peindre ou dessiner. Donc voilà, c'est une très belle découverte pour moi. C'est un Ghibli qui m'a et qui m'aura marqué. Et Kondo nous a offert je trouve un film magnifique, et c'est vraiment triste qu'il n'ait pu en faire qu'un seul, de long métrage. C'est clair. Je pense qu'il aurait pu apporter encore d'autres choses. Ouais, une belle pierre à l'édifice Ouais. pour la suite de l'histoire de Ghibli, je suis d'accord. Ouais, je pense. Quelle est votre séquence favorite ? Je vais peut-être pas commencer parce que j'ai encore... Pourquoi ? Ouais, je vais encore parler. Je vais parler pas tout de suite. Allez-y. On te laisse introduire, Ista ? Moi Ou t'as besoin de réfléchir ? Moi, parce que vous avez pris les meilleures scènes, donc je vais parler d'autre chose. On a pris les meilleures scènes. Il y en a plein. En vrai, j'ai galéré à choisir. C'est parce que celle-là, elle m'a... Non, je rigole. J'ai fait celle-là, ok, elle me parle tellement que... Non, mais moi, en rematant et tout, parce que je savais pas trop quoi prendre et tout, en rematant vite fait le film, il y a une scène que j'aime bien. C'est quand... c'est Seiji, le garçon, c'est ça ? C'est ça. Quand Seiji vient voir Shizuku dans la classe, et qu'après il monte sur le toit, et que... Il y a toute la classe qui les suit. Sur le coup, ça m'a fait... Je dis ça, ils sont un peu tarés, la classe. Là, ils sont grave dingues. Ouais, c'est la classe. Mais en vrai, tout ce qui se passe, je trouve qu'il y a beaucoup... le personnage, donc Shizuku, passe par beaucoup d'états à ce moment-là, parce qu'il lui dit qu'il va partir en Italie. Elle lui dit « Je suis contente pour toi, donc tu la vois heureuse. » Mais après, elle est un peu triste aussi. Après, elle s'énerve contre les autres qui les font chier. Donc en fait, tu vois, quand je disais qu'elle n'était pas... qu'elle n'était pas unilatérale, quoi. En gros, le personnage, qu'il n'est pas unidimensionnel. Voilà, il a pas que... Là, tu vois bien tous ses états d'esprit, toute sa personnalité, je trouve. Je trouve que t'as tout un peu regroupé dans toute cette séquence, en fait. Et je trouve que ça résume assez bien le film, en fait, de ce qu'il est. Toute cette séquence-là. T'as l'histoire d'amour, t'as le côté un peu marrant, t'as le personnage qui passe vraiment par toutes les émotions et qui... t'as de la musique qui se lance quand ils sont sur le toit, qui est une super musique, qui est très belle. Je suis d'accord. Elle est incroyable, cette musique. Et les personnages, ils sont aussi très attachants. Moi, je trouve qu'ils sont mignons à deux quand ils sont en train de se parler et tout. Ils ont une belle relation, les deux, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Où ils parlent justement aussi de leur avenir, de tout ça. Il dit, voilà, si ça va pas, je reviendrai, etc. Donc t'as un peu tout, je pense que tout le film est à peu près résumé dans toute cette séquence, quoi, et c'est pour ça que je trouve que elle est intéressante, quoi. Voilà. Ouais, elle est bien parce que tu comprends dans cette étape-là que elle est vraiment attachée à Seiji, lui il est vraiment attaché à elle, que le départ ça peut changer beaucoup de choses, mais que finalement non, ça va aussi, c'est une amorce, enfin c'est une grosse amorce chez elle, c'est un peu aussi un des éléments déclencheurs qui va lui dire ok, Seiji il s'en va, il a un projet, il a un truc et tout, moi qu'est-ce que je vais faire? Moi j'ai rien, elle lui dit moi j'ai rien du tout. Qu'elle lui dit je sais pas, voilà, mon but c'est juste d'aller au lycée, je crois, elle dit un truc comme ça. Ouais, je vais juste à l'école, elle a pas de moteur en dehors de ça, alors que lui l'école, en fait je vais juste aller apprendre la lutherie pour faire des violons, mais j'ai pas forcément besoin d'aller à l'école, quoi. Ouais. C'est ça, ils s'en foutent un peu de l'école, quoi. C'est un artiste, quoi, vraiment. Et je pense que c'est aussi en effet une scène un peu tournante du film, tu vois, où vraiment elle réalise qu'elle aussi, tu vois, elle veut trouver son but, qu'elle aussi elle veut avancer et qu'elle veut pas rester à stagner pendant que lui, en fait, il trace sa route, il avance quoi vers son rêve. Et je pense c'est ce moment-là où, en effet, elle est intérieurement, je pense, il y a plein de choses qui se passent. À la fois, elle est heureuse pour lui, à la fois, elle se pose plein de questions par rapport à elle-même et t'as raison, en fait, c'est ce qui en fait un personnage si riche, avec un panel d'émotions tellement complexe et varié que c'est important de comprendre via ces scènes que ces émotions, après, elle va les mettre dans
dans sa création, dans son art, dans ce qu'elle va vouloir produire. Et du coup, c'est une scène importante, je suis d'accord. Voilà, elle ajoute un jalon à leur relation et ça va être un basculement dans sa vie parce que imaginons que même s'ils restent pas ensemble, ça va cet instant-là va changer sa vie parce qu'elle aura, si elle continue sur sa lancée, écrit son livre, peut-être devenir autrice, etc. Et c'est vraiment un gros gap dans sa vie, au moins de jeune autrice et au moins de jeune fille, quoi. Et parce que c'est vraiment un moment où elle réfléchit sur son avenir et qu'est-ce qu'elle va faire Ouais, c'est ça. Hein. plus tard, quoi. Donc, prends conscience qu'il y a l'école, mais en fait, il va y avoir une fin à l'école, il va y avoir autre chose. C'est du moins, elle ressent ce guillemets. besoin, je pense, de voir plus loin, alors qu'il y a d'autres personnages qui se posent pas forcément la question et c'est ok, mais elle, je pense, ça la travaille pas mal et à ce moment-là, Saiji, en fait, c'est plus une sorte de déclencheur de... Comment dire ? Il apparaît dans sa vie au bon moment pour qu'elle se dise « Ok, moi aussi je peux le faire ». Elle avait peut-être besoin de ce truc de courage de dire « Moi aussi je vais le faire » et de se trouver une raison de le faire. Et... Tu peux déjà faire quelque chose, en fait. Elle a besoin depuis un petit moment, je pense, et elle arrive à trouver un peu plus spécifiquement ce qu'elle a besoin de faire quand Saiji il apparaît dans sa vie et elle prend un petit peu exemple sur lui pour certaines choses et voilà. Bah exactement, ouais. Je sais plus, c'est ça après qu'elle se met à... C'est après ça qu'elle se met à s'enfermer et à plus parler à personne. C'est quand il part, je crois. Ouais, je sais plus. Ça. Ouais. Elle a une séquence de déprime aussi, elle va chez sa pote, ils vont en reparler, et puis elle dit c'est bon, ça y est, faut pas que je me laisse, je vais écrire un livre, je vais faire comme lui, je vais monter mon projet. Non. T'es Macron, quoi. Non, voyons. Et elle va recroiser Muta, et puis c'est parti, elle va lui demander l'autorisation au grand-père de Saiji, c'est Shiro, si elle peut utiliser Baron pour son livre, et puis le c'est lancé, quoi. Et Muta qui s'appelle pas tout le temps Muta. Oui, il y a plein de noms. Il s'appelle Moon. Non, c'est un chat qui bouffe à tous les râteliers. Le gros patapouf. Il va dans toutes les blooms. Ils ont toutes les maisons bouffées, en fait. Il faut pas se laisser abattre. C'est dommage, hein. Ouais. Quand il nargue le chien aussi sur la vie. Voilà, c'est bon pour moi. Ouais, très bon choix de scène. On peut peut-être enchaîner sur la fameuse séquence de Claire, qui est aussi un moment tournant entre Saiji et Shizuku, si ça te dit. Écoute, allons-y. Donc moi j'ai choisi la scène de chant et de violon dans l'atelier du grand-père de Saiji. J'oublie toujours le nom du grand-père. C'est Choji, c'est ça ? Je sais plus. C'est Shiro. Shiro, pardon. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé cette scène qui, sous couvert d'un moment plein de légèreté, et je pense, comme on disait aussi, un tournant clé du film et de la relation entre Shizuku et Saiji. Déjà, c'est la première fois que Saiji s'ouvre et qu'on en apprend un peu plus sur lui. On constate qu'il a une fibre artistique, qu'il est artisan et musicien. Et ce moment un peu hors du temps nous montre la sensibilité de Saiji, sa part créative. Lui qui jusqu'ici passait un peu pour un garçon taquin, un peu têtu, un peu renfrogné. Ah, il a fait chier. Voilà, ouais. 30 minutes. Je le trouve drôle, moi, quand il se moque de la chanson et tout. C'est rigolo. C'est rigolo. Mais du coup, là, on va le découvrir sous un autre jour. Cette scène nous introduit à sa personnalité intérieure, donc un jeune homme passionné, émotif, déterminé, minutieux, rêveur et enthousiaste. Quant à Shizuku, il en est de même. Le fait de chanter et de porter le texte qu'elle a elle-même écrit, d'oser se lancer malgré ses réticences, parce qu'elle pense qu'elle chante faux, nous montre qu'elle franchit un cap, elle ouvre son cœur, elle ose se détacher des freins qu'elle s'était mises. Et je pense que c'est aussi le déclencheur de son parcours dans la suite du film. Elle va se donner corps et âme dans son projet, aller au bout de son objectif afin de se trouver et de se comprendre un peu plus elle-même. Et Saiji, dans ce parcours, il est une force, une inspiration qui la pousse en ce sens, qui l'incite à s'ouvrir et à s'épanouir. Et je pense que cette scène, c'est un peu la métaphore de ça, puisque c'est lui qui l'incite à chanter et qui dit « Allez, je joue que si tu chantes ». Et puis du coup, il y a ce truc un peu où elle décide de le faire, et je pense que c'est un peu une métaphore de la suite du film. Le chant et la musique ont cette capacité à exprimer des émotions ou à les déclencher, les faire naître en nous. Et cette scène, elle nous montre plusieurs choses. Déjà, comme je disais, le courage de se lancer, l'enthousiasme et l'étonnement du moment,
La prise de confiance, la chaleur aussi du partage de ce moment unique entre du coup elle, Seiji, et le grand-père et les amis du grand-père, la découverte de l'autre et la satisfaction de se sentir soi, et la joie finale de l'avoir fait, la fierté aussi j'imagine de l'avoir fait. Il y a quelque chose de très intimiste dans ce moment qui en dit bien plus que ce qu'il laisse apparaître. Les paroles de la chanson sont d'ailleurs très significatives. Il s'agit du thème principal qui reviendra plusieurs fois tout au long du film, Take Me Home Country Road, une reprise de la chanson américaine de Bill Danoff, Taffy Niverts et de l'interprète John Denver. Donc la traduction que Shizuku en a faite parle d'indépendance, de prendre la route sans se retourner, de vaincre sa peur de la solitude et de quitter sa terre natale pour se détacher de son cocon et partir à l'aventure, à la conquête de soi. Donc cette chanson, c'est un peu l'hymne de Shizuku tout au long du film. Et le fait qu'elle l'interprète pour la première fois à cœur ouvert est synonyme d'un switch et d'un déclencheur en elle pour la suite de l'histoire. Et finalement, c'est le moment qui précède aussi la révélation de l'identité de Seiji, que jusqu'ici, elle ne savait pas que c'était Seiji. Donc Shizuku, elle réalise que c'est la personne qui en fait empruntait les livres qu'elle lisait à la bibliothèque avant elle, et elle avait un petit peu fantasmé sur ce prénom, elle idéalisait genre un beau brun, non pas un beau brun spécialement, mais un beau garçon ténébreux, je sais pas quoi. C'était assez mignon. Et elle avait envie de découvrir qui c'était. Et du coup, là, elle tombe un peu dénue, genre, mais c'est toi, en fait. Et du coup, cette amorce... Déception. Quoi? En plus, j'avoue, genre, ah, mais c'est toi. Justement, dans la scène que je parlais tout à l'heure, il lui révèle qu'en fait, lui, il voyait son nom. Oui. Et il prenait les livres aussi parce qu'il voyait son nom. Oui. En fait, je pense qu'il l'avait repéré depuis un moment et apparemment, c'était fait exprès. Ouais. En fait, ils se sont repérés tous les deux. C'est trop mignon. Et donc cette amorce, elle nous montre le lien qui se crée petit à petit entre Seiji et Shizuku, comme une destinée commune qui tout doucement les rapproche, comme une évidence. Chacun contact de l'autre et de leur amour naissant vont se mettre en quête de leurs rêves, vont avoir le courage d'écouter leur cœur et de tout faire pour se donner les moyens de réussir. C'est pas anodin non plus qu'elle partage ce moment avec le grand-père de Seiji, puisqu'il aura également un rôle très important dans son éclosion personnelle et dans sa découverte d'elle-même, de son accomplissement. Il est celui qui la soutiendra, qui lui montrera qu'elle peut y arriver et qu'elle a les ressources en elle pour créer quelque chose de beau. Bref, c'est un moment précieux, intimiste, très important car il symbolise un tournant dans la vie de Shizuku et de Seiji, encore une fois à travers la musique, donc l'art, la créativité et la sensibilité. Et perso, j'adore le chant, donc ce moment m'a particulièrement émue. La voix frêle et hésitante de Shizuku qui petit à petit s'équilibre et se pose avec plus de confiance sur la mélodie jouée par Seiji. C'est là la clé de toute l'histoire. Elle va naître à nouveau à partir de ce moment-là et Seiji sera un socle solide pour elle tout au long de son parcours. Voilà. C'est beau. C'est fine analyse. Ça m'a inspiré. Ciselé. Non mais c'est une très belle scène. Non mais c'est... Ouais, bah oui. Bah, j'ai l'impression que c'est un peu la scène qui est très retenue de ce film, qui revient souvent quand tu regardes c'est possible, j'imagine. les trailers et les trucs. Celle-là et puis le rêve, quoi. Ouais. C'est les deux trucs qui reviennent souvent. Mais c'est vrai que c'est une bonne scène. Ouais, elles font partie des chouettes, des scènes les plus chouettes du film et des plus marquantes aussi, parce que c'est des éléments, à chaque fois, c'est des éléments un peu clés du récit. Importants, aussi, marquants et qui ont une grosse importance pour la suite, parce que le récit souvent bifurque un petit peu, change suite à ces séquences-là. Et du coup, en parlant de scènes un peu oniriques, moi, j'ai pris la traditionnelle séquence de vol dans un Ghibli, puisque c'est vrai. J'étais obligé d'en parler, surtout que c'est une des plus belles visuellement du film, je trouve. Si vous avez rien à ajouter sur la scène de Claire... Non, ça va, j'ai déjà dit pas mal de choses, personnellement. À part si vous avez des choses à dire. Je sais que dans les paroles qu'elle a mis, elle met un truc... c'est des paroles très personnelles qu'elle a mis dans sa version de Country Road. Et elle dit des choses qui lui correspondent. C'est ça, tout à fait. Ouais, mais c'est une scène touchante, c'est vrai que... En y repensant, quand t'as le grand-père avec ses deux potes qui arrivent, qui se mettent à jouer tous les 5, que tu découvres que Seiji, c'est aussi un artiste, un artisan, comme son grand-père, qui va aussi un peu faire perdurer peut-être un petit peu tout cet imaginaire à travers les violons qu'il va concevoir, parce que moi, perso, la boutique de son grand-père, elle est incroyable, quoi. Ah ouais, de ouf. Ah oui, carrément, ouais. Le grand-père, il est trop cool, c'est un perso que j'ai beaucoup apprécié aussi, et quand elle entre chez lui, c'est une superbe caverne Alibaba. Et... Surtout pour elle qui adore un petit peu se projeter dans des histoires. D'ailleurs, elle est arrivée à cet endroit-là en suivant le chat.
si je dis pas de bêtises, et Ouais. elle suivait le Oui. chat parce que ça lui Ça, donnait ouais. une idée de roman. Enfin, justement, elle se croyait un peu dans un roman et elle trouvait ça cool, elle le dit à un moment. Quand tu vois un chat qui prend le métro aussi, forcément. Ouais, c'est T'as vrai, envie de le prendre avec lui. c'est vrai qu'il descend à un arrêt et tout. J'ai boulot aujourd'hui. Ouais, je m'en fous, je suis le chat. Mais ouais, constamment guidé par l'imaginaire et la créativité jusqu'à jusqu'à cette scène finalement qui va être un partage de choses personnelles à la fois de Seiji parce qu'il joue du violon, même s'il se dessine pas à en jouer professionnellement, il aime et il joue du violon, il fait des violons, elle va du coup elle écrit, ça va lui permettre aussi de chanter dans cette scène et puis de faire une petite créa collective là qui va donner une super chouette ou une super scène très très chouette avec une jolie chanson, un joli chant. Elle est vraiment touchante aussi cette séquence et chacun va apporter sa petite pierre à l'édifice pour on va rester dans cette émulsion créative en fait et de moments perso et touchants quoi. Mais les vieux ils s'accrochent trop en mode. C'est vrai C'est vrai. J'avoue, ils sont en train de dire un moment à deux et tout. Et genre... Non, en vrai, c'est mignon quand même. Il y a une petite réçoit ici. Ouais, j'arrive. Hey, je sors le banjo. Seiji, t'as ramené de la go. Bah attends, j'arrive. Ça devient glauque. Ça devient glauque. Mais voilà, super, vraiment super séquence et de toute façon, globalement, je trouve que toutes les petites séquences, souvent quand il y a du chant, quand il y a des petites séquences chantées comme ça, je trouve qu'elles passent bien dans les animés de Ghibli. Et là, ça ne déroge pas à la règle. C'est toujours aussi chouette. Et ça sera la 3e fois d'ailleurs qu'on va entendre ça fait 2 fois que cette chanson est vite fait chanter dans le film diégétiquement, parce que le poème est chanté rapidement par elle et par ses camarades à un moment Ouais, quand elle découvre un peu les plus tôt dans le paroles. film. Ouais. Mais Country Road, c'est une chanson qui ouvre et qui ferme le film aussi, avec 2 versions différentes Absolument, de cette même chanson. Ouais, mais donc, tu l'entends plein de fois. Après, elle fait une autre version là sur la route de béton ou je sais pas quoi. Oui, Ouais. route de béton. dont se moque d'ailleurs Oui. Seiji. Oui. À un moment, quand il lui laisse son. C'était marrant d'ailleurs en VF d'entendre ça, quand il lui rapporte le repas de son père qu'elle il oublie. fait sur la route de béton. Il et s'en tout, va, ça il est en fait vélo. ça. Sur la route de béton. Faudrait que je vois certaines scènes en VF, ça pourrait être drôle. Ouais, en vrai, ça passait bien. J'ai quand même une préférence pour la version japonaise, mais la VF, ça se laisse regarder sans problème, et je trouve que c'est chouette aussi. Donc voilà, si c'est ok, on peut avancer sur la fameuse scène de vol, donc comme tu disais. onirique du coup, mais plus visuellement encore. Donc on est vraiment un peu dans une projection. On n'est pas dans une scène de rêve, mais on est dans une scène onirique. On n'est pas dans une scène qui est rêvée directement. On n'est pas dans un rêve de Shizuku, mais on est dans une scène qui appelle l'émerveillement à le rêve, puisqu'on est quand même dans sa tête et on voit. Quand t'as le baron qui se présente et tout, qui met son ça. chapeau, c'est ça. Ouais. On suit Shizuku qui fait ses premiers pas dans l'univers qu'elle est en train d'imaginer être couchée sur le papier. On est guidé par elle et nous sommes guidés par le baron qui explique en quelques mots son univers, qui l'emmène voler, la rassure. Nous, on accompagne du coup Shizuku. Il lui dit qu'ils sont sans danger, que Shizuku doit se laisser porter par le courant notamment créatif, et aller jusqu'au bout de son projet. Il faut profiter du courant ascendant. J'ai totalement, personnellement, été conquis par cette séquence qui nous laisse entrevoir une première fois ce que Shizuku s'apprête à créer. C'est une invitation au voyage, à se laisser porter, guidé par le baron. J'avais personnellement envie d'en voir beaucoup plus, mais c'est aussi le jeu, il faudra faire aussi appel à notre imagination. Outre le thème du vol, qui est notamment une récurrence, du coup, je rappelle un peu plus tôt, mais dans les films de Miyazaki, et on rappelle que Kondo a bossé sur presque tous les films de l'époque, de Miyazaki et de Takahata. J'ai vraiment été frappé par les décors que l'on doit à Naohisa Inoue, que ce soit dans les couleurs employées ou dans la technique de peinture. Je trouve fascinant ce mélange d'impressionnisme et de surréalisme. Ce choix colle parfaitement pour illustrer la tournure fantastique et onirique de cette séquence. Des gros piliers là, on a des gros piliers énormes. Hein ? On dirait qu'il y a des gros piliers énormes Oui. au loin. Enfin. Ouais, il y a des sortes de grosses tours Ouais. qui tu sais pas d'où ça pourrait venir. Tu sais pas si c'est en pierre, en cristal. T'as l'impression qu'il y a des villes dessus, c'est un Ouais, peu bizarre. t'as des planètes qui tournent, t'as des cristaux géants. Enfin, on est vraiment dans un imaginaire ultra poussé. Et moi perso, j'avais envie de plonger. Et... Que le film il s'embarque là-dessus. Ouais, puis ça fourmille de couleurs, de plein de petits points de couleurs, tout ça. Donc t'as l'impression d'être dans un tableau à la fois aussi qui bouge. C'est vraiment une séquence incroyable. Voilà, en plus ce choix personnellement de couleurs me parle beaucoup. Il est assez proche de la palette moi que j'emploie sur mes différents projets. Et j'y suis particulièrement sensible. J'ai aussi vu que Naohisa Inoue avait réalisé un court-métrage pour le musée de Ghibli.
faudrait vraiment que je le voie. Et il a écrit des livres, quelques mangas, donc il a fait des CD-ROM interactifs et tout, donc il faudrait que je me penche un peu là-dessus parce que ça m'a vraiment happé. J'aime, pour terminer, quoique non, c'est pas encore pour terminer, j'aime le lâcher-prise, hein, le rêve et le surréalisme présent dans cette séquence. J'ai envie de visiter les Laputa, du coup. Donc les Laputa qui sont peut-être en référence à Laputa in the Sky de Miyazaki, sorti quelques années auparavant. Le château dans le ciel, Mais- en français. Exactement. Mais aussi, apparemment, les Laputa sont présents, sont même dans les titres de certains livres de Naohisa Inoue. Voilà. Ah d'accord, ok. Donc ça a peut-être rien à voir, quoi. Ça a peut-être rien à voir, mais ça fait une double ref. Ouais. En fait, les décors qu'on a pu voir là dans la tête, pour illustrer ce qu'il y a dans la tête, pour illustrer l'univers de Shizuku, apparemment, ça serait lié à l'univers d'Iblar, créé par Naohisa Inoue, donc le peintre japonais qui a fait les décors de toutes ces séquences. Ok. Et en fait, c'est complètement dans son style et dans ce qu'il a l'habitude de créer pour ses œuvres à lui. Donc, c'est quelque chose. Voilà, on va dire que c'est peut-être vraiment un mélange d'univers, un partage d'univers, un partage d'envie, de créa, etc. Quoi. Je le verrais peut-être plus comme ça que juste peut-être des simples rêves. Quoi. Peut-être une prolongation Après, de son Laputa, univers. en soi, c'était déjà une référence, je crois, à l'univers de Gulliver, avec Laputa, la planète. Ouais, aussi. On en avait parlé dans Le Château dans le ciel. Exactement. Mais Laputa, c'était inspiré déjà d'un conte C'est ça. avec une planète, je sais plus, il y avait les riches. Enfin, je sais plus. Ouais, c'est ça, ça vient Comme de. ça, Enfin, si on dit pas de ouais. bêtises, oui, c'est ça, il me semble. il me semble, on en avait donc, parlé. il a peut-être repris aussi ce concept. Mais du coup, c'est marrant de citer base. ça quand ça vient aussi d'un film de Miyazaki, Oui. quand c'est aussi Bah dans oui. son travail à toi. C'est clair. Et donc, toutes ces petites planètes là qui virevoltent autour de Baron et de Shizuku, de parcourir ce pays, moi, ça me donne envie. C'est pile poil la touche fantastique qu'il faut, je trouve, dans le film. Même si j'aurais voulu en voir un peu plus, hein, rien que pour le plaisir de découvrir d'autres décors, mais ça fait, comme je disais, un peu plus tôt partie du mystère, du peu de son univers que nous dévoile Shizuku, et ça fonctionne bien dans le film, ces petites touches d'onirisme. Je trouve que c'est un bon ratio. C'est aussi bien de pas tout savoir. Et voilà, ce court instant de lâcher prise va servir de poussée à Shizuku pour se lancer corps et âme durant 2 mois dans l'écriture de son premier livre et gros projet créatif. Elle va tout mettre de côté, comme Seiji, pour relever ce défi et se prouver qu'elle peut elle aussi écrire et créer de ses propres mains. Ses parents vont s'inquiéter de la situation, sa sœur aussi, mais ils seront là pour la soutenir et lui faire confiance dans son entreprise en lui expliquant qu'on peut parcourir une autre voie pour faire sa vie, mais qu'agir en dehors de la voie commune, entre guillemets, à savoir l'école et les diplômes, tutti quanti, peut s'avérer ardu et qu'elle sera seule face à certains choix. Quoi. Enfin, pour terminer, voilà, c'est définitivement ma séquence préférée, mais je peux aussi citer le passage du magasin de poupées, compté par le baron, qui revient sur son origine, sa création et celle de sa fiancée. Absolument. Qui est dans le même esprit. Ouais. Dans le même style, qui est incroyable, qui est compté par le baron, et on a envie de le suivre, voilà. Les décors sont incroyables et voilà. C'est un moment surréaliste dans l'univers de Shizuku qui m'aura permis de découvrir les fantastiques peintures de Naohisa Inoue et juste pour ça, merci et je suis trop fan et c'est un film qui va et qui m'a marqué. Voilà. Mais à ce moment-là, par contre, est un peu différent parce que les personnages sont tous en ombre. Tu vois pas de vrais humains, tu sais. Oui, les humains sont en nombre, sauf peintre, le Ouais. créateur. Sauf le créateur, je crois, du baron et de sa fiancée. Je crois pas que c'est des ombres. Qui est pas en Parce ombre. qu'on voit même T'es une sûr dame avec des non. petites oreilles. Elle n'est pas en ombre. Ce qui est C'est juste que c'est pas forcément des humains. Parce qu'en fait, il raconte que ça se passe à une époque où il y a des sorcières. Enfin, apparemment, il y a une touche de fantastique. Ah oui, je dis n'importe quoi. Non, je sais de mais- quoi tu parles, Lista. Les ombres, c'est Mais quand... au début, on les voit en ombre, ça, en flashback. C'est racontent quand son histoire, Shiro non raconte oui. son passé Oui. en Allemagne, c'est ça. quand il a récupéré la figurine Du baron. qui nous parle de Oui, du oui. baron, de la Ah, fiancée du ouais. baron, de sa fiancée à lui. Il s'était dit, ils vont chacun Ah oui, donc ça, c'est avoir encore une autre figurine. séquence. Ok, d'accord. Oui, Ouais, ok. ouais, c'est vrai. C'est un Parce que celle-là, moi, flashback. je l'avais trouvée chouette aussi. Elle est un peu différente. Et... Ouais. Très C'est belle joli. séquence, ouais. Très Qui va, poétique. Qui va relier ce qu'écrit finalement Shizuku dans son livre. C'est pour ça que Shiro lui raconte, le grand-père, et qui va faire lien aussi avec la vie rêvée et imaginée qu'elle a donnée au baron dans son livre. Lui raconte Bon, sachant que du coup, la vie du baron, c'est un peu la vie du grand-père. Enfin, c'est une sorte de projection. Ouais, mais elle le Sur savait ces pas. deux statuettes séparées. Non, elle le savait pas. C'est ça. Elle qui l'a est- écrit qui est joli, sans ouais. connaître cette histoire et lui a raconté par la suite. Ouais. Tout à fait. Ouais. Et tu vois bien, les personnages sont tout en noir. On voit pas Ouais. leur visage. Ouais. Mais ils ont des vêtements normaux. Quoi.
en couleur. Ouais, c'est aussi une belle séquence et touchante aussi parce qu'en plus tu te rends compte que l'histoire du baron est liée, que la vraie statuette du baron a vraiment une jolie histoire aussi, tragique. Et t'aurais aimé que ça se passe mieux en fait. Putain, j'aimerais bien voir l'autre côté de l'histoire. Ça se trouve, elle attend aussi ce grand-père depuis des années, elle attend Shiro. Que peut-être elle attend aussi avec la petite statuette de Louise, du coup, la fiancée du baron. Enfin, peut-être ils sont séparés, mais on sait pas. Mais bon, ça a l'air pas très positif quand même, parce qu'il parle de la guerre, tout ça, et qu'il l'a jamais retrouvée. Donc, moi, j'ai plutôt pensé qu'elle était peut-être morte, cette dame, malheureusement. Peut-être. Mais on sait pas, c'est le mystère. Ouais, il n'y a pas de conclusion à cet arc. Et c'est ça qui est cool, c'est ça qui est beau, parce qu'on peut se faire, on peut s'imaginer, c'est des choses qu'on sait pas, et ça fait partie du mystère, et je trouve ça. Moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait une vieille dame qui arrive, fait ding dong à la fin. Oui, c'est moi. Je ramène la statue. Ça aurait été joli. Salut, je t'ai ramené la statue, mais c'est pas moi, hein. Celle qui avait la statue, elle est morte. Moi, je te la ramène juste. Un truc glauque. Moi, je suis la concierge. Ok. Est-ce qu'on a fait le tour pour les séquences favorites? Oui, je pense. Je pense aussi. On peut peut-être. Après, il y a d'autres séquences qui sont chouettes. Mais... On va parler de toutes les séquences du film. Regardez le film au pire. Au pire, faites ça. Parce qu'il y a juste un moment juste quand elle le pousse à la fin dans la côte. Elle dit je veux plus être spectatrice et je veux j'ai trouvé que c'était bien ce qu'elle lui disait. Ouais, j'allais citer ce moment qui est super beau. J'allais le citer, mais dans les personnages, on peut peut-être parler un petit peu des personnages, si ça vous dit. Vas-y. Donc on a Shizuku qui est le personnage principal, hein, l'autrice en herbe, un peu tatillon. On a Seiji qui est le crush luthier du déni, plutôt porté sur l'humour. Et entre autres, c'est un personnage secondaire, mais la meilleure amie, la fidèle amie qui est Yuko. 3 personnages, même si je rajouterais Baron qui est cool, qu'on voit un tout petit peu, Shiro, le grand-père qui est ultra touchant. Clairement. Les parents, les parents de Shizuku sont cool. Après, il y a un autre perso là, parce qu'il y a Yuko, il y a toute une histoire avec un gars. Oui, elle est amoureuse de. Je sais plus comment il s'appelle. Qui est amoureux de Shizuku. Ouais, il y a un petit trio, un petit triangle amoureux. Ouais. Oui, ça prend une grosse place quand même dans le film. C'est Sugimura, voilà. Sugimura. Sugimura. Joueur de baseball, je crois, un truc comme ça. Et d'ailleurs, je me demande si c'est pas à la fin, dans le générique de fin, où en fait on voit qu'ils se parlent. Et c'est ça qui est mignon, c'est parce que même dans le générique de fin, on voit que l'histoire se poursuit. Il y a des petits détails qui, si tu fais attention, du coup, tu peux dire ah tiens, c'est mignon du coup. Ça continue, l'histoire ne s'arrête pas. Exactement. Qu'est-ce que vous avez pensé des personnages globalement? Et puis on peut se faire un petit point perso féminin, si ça vous dit. Écoute, moi je trouve qu'il y a un très bon équilibre entre des personnages. De façon générale, les personnages féminins comme masculins sont tous très naturels, avec une personnalité riche, propre, qui correspond tout à fait à leurs propres questionnements, leurs besoins et leurs envies. Je trouve que ce patchwork, ça en fait un récit riche et touchant, car chaque personnage a sa propre vie, routine, ses tracas du quotidien. C'est très réaliste en ce sens. On a la sœur de Shizuku, par exemple, qui est très différente de Shizuku. Elle a ce tempérament plus carré, plus strict. Elle ne s'autorise pas vraiment à rêver et elle ressent le poids des responsabilités et de l'avenir. Elle peut paraître un peu agaçante et autoritaire, mais en réalité, on sent qu'elle s'inquiète sincèrement pour sa sœur. Et elle cherche aussi à la guider dans sa vie, sur le chemin de la vie, d'une autre manière que Seiji, par exemple. Le personnage de la mère est aussi intéressant en termes de personnage féminin, même si elle est mise au second plan, c'est un personnage secondaire, mais on sent qu'elle est aussi à un tournant de sa vie, puisqu'on comprend qu'elle a repris des études au cours de sa vie d'adulte, donc on imagine, même si c'est pas expliqué, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait tout n'est pas explicité, mais du coup, nous on projette des choses, on se dit, on imagine que cette dame, elle est peut-être aussi à une période de transition dans sa vie, elle a décidé de reprendre des études, elle s'est peut-être posé des questions sur elle-même, et elle avance aussi de ce côté-là. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que toutes ces petites histoires personnelles construisent un récit très très humain où on peut tous en fait plus ou moins se retrouver un peu dans... Parce que chaque récit est différent et on peut tout à fait se projeter dans ce monde-là en disant moi aussi je me suis déjà posé ces questions-là et tout. Donc franchement de ce côté-là je trouve ça super réussi. L'écriture des personnages est vraiment top. Je vous avoue que la sœur, elle m'a saoulé. Parce qu'elle est vraiment en mode, faut faire le diplôme, machin, après tu vas au travail, machin, c'est vraiment... Elle est très, très autoritaire, très intrusive aussi. Mais je pense malgré elle qu'elle le fait pour le bien. Elle pense le faire pour le bien de Shizuku. Oui, je pense, oui. Elle s'inquiète à la fois pour ses parents, pour Shizuku. Et elle essaie de décharger ses parents en s'occupant de Shizuku. Et en même temps, parfois elle se mêle peut-être un peu trop de ce qui la regarde pas, mais... mais bon. C'est ça. Alors que les parents, ils m'ont surpris en mode...
Bah, le père, il dit viens, Ouais. on parle et tout. Il dit pas direct non, tu vas à l'école, t'arrêtes tes conneries. Ouais, de ouf. Ouais, ça Ils m'a sont super surpris ouverts, sur ces le coup que parents. les parents. Ouais, super, très ouverts et vraiment, ouais. Ça m'a surpris sur le coup qu'ils étaient en mode non, bah, on va te laisser faire ce que tu veux faire et puis on verra après. Ouais, c'est ça. Mais par contre, tu manges avec nous à table, tu reviens au repas, parce Voilà, qu'on est comme une on a famille. une vie de fais un famille, effort. Ouais, voilà. Je te laisse faire ce que tu veux à condition que tu en prennes la responsabilité. Enfin, je trouve ça assez très mature comme discours, quoi. Ouais, d'accord. Bah, moi, je trouve ça aussi. Les persos, notamment les persos féminins, globalement, je les trouve vraiment chouettes. L'écriture de Shizuku, je la trouve très, très efficace. Hein. J'ai vraiment le ressenti de voir une jeune collégienne pris dans ses soucis de son âge, avec mille et une questions sur son avenir, ce qu'elle voudrait faire, tout ça. Sa relation avec Yuko, elle fonctionne bien. Les persos, je les trouve sains et ont principalement des petits tracas amoureux totalement legit avec leur âge. Hein. Ça romance avec des guillemets avec Seiji, elle est plutôt drôle, elle est mignonne. Ils ont chacun les petits gestes affectueux l'un envers l'autre, ils s'encouragent. Il rougit tout le temps, Ils sont- c'est trop ils sont- mignon. Mais ouais, ils sont chouettes à voir ensemble. Et bah, une séquence, moi, bah, celle que tu citais à quelques instants plus tôt, Ista, qui montre bien l'évolution de leur relation et la base qu'ils vont avoir à la fin du film, c'est la montée de la côte en vélo à la fin du film pour observer l'aurore. Puisqu'ils se retrouvent tous les deux moteurs du vélo. Hein. Lui, il pédale et il lui dit que non, bah vas-y, reste à l'arrière, je vais y arriver, je vais pédaler. Et elle saute du vélo et elle le pousse. Oui, et elle dit je veux plus être un fardeau. Elle veut être Je veux active. participer et Ouais. tout, je veux être active dans le truc, ouais. Elle va le pousser, puis remonter de justesse sur le vélo, et puis ils vont repartir à deux pour voir l'aurore et réavoir une discussion sur ce qu'ils veulent faire, se dire je t'aime, tout ça, et le film va se conclure là-dessus. Et je trouve que c'est malin, c'est bienvenu. Les personnages sont arrivés à un certain point qui pourra continuer éventuellement, mais il y a quand même une conclusion, il y a quand même quelque chose. Ils sont arrivés au bout d'un arc et c'est une bonne conclusion vers un film. Et je trouve que voilà, les persos, je les trouve sains dans leur rapport, même s'il y a ce côté un petit peu se donner pour son art, se donner un petit peu pour. C'est pas trop se donner pour son taf, mais se donner pour ce qu'on aime. On peut toujours basculer dans quelque chose. Ouais, genre le crunch, quoi, c'est ça que je veux Ouais, dire. voilà, enfin, on peut peut-être être dans le too En much. parce plus, que- vu le réalisateur, bon. Bah, et puis c'est ce qu'elle a fait, Ouais, elle, c'est hein, vrai. finalement, parce que pendant 2 mois, non-stop, elle a bombardé sur ses écrits, elle a délaissé un peu ses tâches ménagères, c'est Oui. l'aspect scolaire, ses parents ont dû lui dire viens bouffer avec nous, nanana, Elle mangeait elle plus, s'est un ouais. peu délaissée. Mm. Voilà, c'est une courte période, mais ça peut s'étaler, donc mais il faut quand même, je pense, faire gaffe, avoir un peu de recul et faire gaffe un peu à pas trop se laisser embarquer. Mais c'est cool, globalement, je trouve que c'est assez sain, ça va. Parce qu'il y en a Ouais. quand même ses parents derrière pour lui dire attention, ceci, cela, elle va faire gaffe et elle revient à quelque chose de plus sain à la fin. Et Ouais. c'est une étape qui lui a permis d'apprendre et tout. Et voilà, je trouve que là-dessus, le film est quand même assez malin et intéressant et bien ficelé. Je suis Voilà. d'accord. Ce qui est malin aussi, c'est du coup, je trouve, comme tu disais, avec la scène du vélo, ou même les scènes dont on a tous parlé tout à l'heure, enfin, surtout ta scène, Ista, et la mienne, c'est que je trouve qu'à travers justement des petits gestes, des petites scènes comme ça, il y a un message à chaque fois derrière. Et du coup, ça veut pas nous le montrer pardon, de manière obvious, genre tenez, ce qu'on a voulu dire, c'est ça, genre ça, c'est la métaphore. Non, en fait, Ouais. tout est subtilement intégré dans des petits gestes du quotidien, genre elle descend, elle pousse le vélo, ça fait partie de l'action, de ce qui se passe, et en même temps ça veut dire quelque chose, c'est plus C'est profond fluide. que ça, tu vois, genre elle aussi, elle va Oui. être autrice, elle va être décisionnaire, et elle va participer, tu vois, à ce qui se passe, elle va plus juste suivre, enfin bref, il y a toutes des métaphores qu'on peut voir derrière sur leurs propres émotions, et c'est sur ce coup-là que j'ai trouvé ça très malin et intelligent, parce que du coup c'est pas lourd, c'est quelque chose de très léger, très naturel, et en même temps quand tu regardes bien ce qui se passe dans le décor, quand tu regardes bien ce qui se passe dans les actions, bah, ça veut dire plein de choses en fait par rapport à leur vie, à leurs ressentiments, à leurs propres évolutions. Et c'est super intelligent, je trouve. Ouais, parce que finalement, il raconte autant dans les dialogues que Ouais. par l'image. Et là, l'image suit le dialogue et l'évolution des personnages. Donc, c'est ça qui fonctionne bien, quoi. Tu peux à la fois le voir et le lire, et le comprendre. Et Carrément. c'est bien mis en scène, ce genre de séquences-là sont vraiment cool. On va pouvoir parler technique un petit peu et visuel pour le film. Donc le film est de l'animation 2D traditionnelle, mais combinée au numérique, puisque le film est la première prod Ghibli qui intègre donc le numérique, les ordinateurs à son processus de production, hein, ce qui se traduit par l'intégration et la combinaison d'éléments traditionnels Ok. via ordinateur. Donc on scanne tout ça et puis on assemble, etc. On monte, etc.
qu'est-ce que vous avez pensé des visuels du film globalement? Bah, Eh ben, moi, ça m'a plu. voilà, pareil. Enfin, Non, mais t'es- Super l'ambiance. Non, mais en vrai, oui, ça m'a plu. J'étais charmée, je pense, par le grain qui a l'air un peu vieilli, je trouve aussi de l'animation. Ça fait vraiment vieux Ghibli. Enfin, je sais pas trop comment le dire. C'est pas du tout négatif ce que je dis, mais il y a une patte. Bah, d'ailleurs, quand on a vu par la suite le Royaume des Chats, on a tout de suite senti que c'était pas Ouais, forcément. tu vois que Bon, les après, années c'est pas 2000 le sont même passées, quoi. Royaume des réalisateur Chats, non je plus, pense. mais Exactement. on sent que c'est pas tout à fait le même Il y a le dessin. charme des années Il y a 90, quelque chose il y a un de petit très- truc, il y a un petit grain qui. Voilà. ouais. Exactement, c'est ça, un petit grain, même dans le chara-design, dans les couleurs. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup, dans lequel je me projette et qui, pour moi, tout de suite, est synonyme de poésie, de magie, je sais pas, de quelque chose de tendre qui fait du bien, de good feeling. Et je trouve, du coup, ça va totalement avec le film, en fait, et son récit. Donc, pour moi, il y a vraiment un accord général parfait entre l'histoire, les visuels, la musique. Enfin, c'est très bien monté, très bien pensé. Il y a des beaux décors, on voit pas mal de villes, chose qu'on voit peut-être moins dans d'autres Ghibli qui sont plus axés campagne ou plus nature. Ouais, Là, il y a beaucoup de villes c'est quand vrai. même, c'est très citadin. Ouais, ça se passe je rappelle, à Mais il y a Tama, des paysages très jolis. dans la métropole, Ouais. Ouais. tokyoïte. Tokyo. Après, Kiki la petite ouais. sorcière, elle commence à la campagne, mais après, elle va en ville. Elle va bosser en train. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, ouais. J'ai l'impression que c'est un peu plus rare, Mm. ou j'ai plus trop de souvenirs. Mais... Il me semble que dans le château ambulant, il y a aussi une grosse ville. Au début, ouais. Il vient la chercher dans une ville, c'est vrai. C'est vrai. Bah, même quand elle est en sorcière, Du après, elle coup, y là, retourne, c'est- je crois, ou je sais plus. Mhm. Voilà, enfin bref. C'est possible, ouais, du coup. Mm. C'est vrai que j'avais pas forcément de souvenirs, parce que là, ça fait ville très Ouais, là, réaliste, c'est en fait, une ville finalement, contemporaine, tu c'est vois. un peu Tokyo, Tama Ouais, des années exactement. 90, donc Mm. ils ont littéralement repris Ouais. des vrais quartiers qui existent, des vrais quartiers résidentiels, des rues et tout, donc on est vraiment sur quelque chose d'un peu naturaliste, un peu comme il y a dans Totoro par moment, qui reprennent des lieux qui existent vraiment à un certain endroit. Moi, je faisais Ouais. dans ma tête un parallèle avec Belle de Osoda, Ah ouais, qui avait refait Ouais. une ville, etc., qui existe vraiment. Ah ouais. bah c'est un peu ce même procédé, un peu ce procédé naturaliste. Ouais, voilà. Même si là, il a pas repris. Là, ils ont pris une vraie ville ou non, ils ont fait un truc à eux ou... De quoi, dans le film là? Ouais. Ah non, c'est des vrais quartiers qui ont été refaits, etc. Il y a littéralement des C'est rues où qui existent et tout. C'est Tama, c'est Ok, les d'accord. quartiers de la ville de Tama qui est dans la métropole de Tokyo. Ça marche. Voilà, bah, moi perso, visuellement, je trouve que tout le film est réussi, hein. Tout autant que les autres prods Ghibli, hein. Voilà, je me répète, hein. Kondo s'inscrit bien dans la qualité des films de ses pairs, hein, de l'époque, donc Takahata et Miyazaki, hein, en apportant donc sa patte très, je trouve, naturaliste par moment. J'aime beaucoup la retranscription donc de la ville de Tama, hein. Les scènes elles fourmillent de détails avec pas mal d'éléments animés à l'unisson par moment. C'est coloré, c'est nivelé, c'est verdoyant, les décors ils paraissent vivants, c'est habité avec une mention spéciale pour le magasin d'antiquité, hein, qui donne l'impression de traverser des natures mortes colorées là, entre la statue du baron, la sculpture de cheval incrustée de pierres précieuses ou la fantastique horloge, hein, habitée par des automates qu'a réparé Shiro. Enfin, j'ai envie d'y être, quoi. J'ai envie d'être chez l'antiquaire et aller tout regarder, ouvrir les armoires, sentir le bois, voir les fleurs, ça a l'air incroyable, quoi. C'est vrai. Faire un petit rail de poussière, ça a l'air Ouais, incroyable. Je finis à en- Narnia. en mettant le film en fond, là, il y a une transition que je trouve trop cool. C'est justement quand tu parlais de la scène du rêve tout à l'heure, et il y a quand ça passe du rêve à la réalité, en fait, la transition, c'est la caméra, elle descend, et tout d'un coup, tu es devant le personnage qui descend les escaliers. Ah, ok. Elle est trop bien cette c'est super bien transition. fait. Et une partie de sa projection, de son rêve, se retrouve dans le ciel et tout. Tu Ouais, finis c'est sur ça. la ville qui existe vraiment. C'est trop classe. J'adore cette transition, bien vu. Non, très très joli, ouais. On doit d'ailleurs la DA à Satoshi Kuroda, qui a notamment travaillé sur Akira, Kiki, Mononoke. Alors, j'ai vu qu'il était background artist, donc chargé des décors. Bah, apparemment, j'ai pas réussi à trouver vraiment les sources parce que sur son site, c'est un très grand artiste japonais qui a fait beaucoup de clips de musique, de pubs, etc. Je suis allé voir sur son site, mais j'ai pas trouvé d'infos concernant les films d'animation ou les autres films sur lesquels il a travaillé. Et apparemment, il a aussi fait de l'anime, mais à prendre avec des pincettes, j'ai pas pu vérifier cette information. Mais en tout cas, il a travaillé au background artiste et au décor et à la DA sur plusieurs films. D'accord. Mais vous pouvez aller voir son site, hein, si vous aimez un peu ce qui est un peu street, etc. Il fait des choses très très chouettes visuellement. Ok.
Ok. Satoshi Kurada, ah oui. Ça dit qu'il est devenu indépendant en 2013. Est-ce que tu veux nous parler un tout petit peu de Naohisa Inoue, Claire? Parce que je l'ai Écoute, cité plusieurs fois ce nom, mais je ne l'ai pas présenté tu l'as encore. plutôt bien présent. Déjà, on a amorcé sa présentation tout à l'heure. Du coup, comme Nero disait, les séquences des aventures du baron imaginées par Shizuku ont été peintes et réalisées par l'artiste japonais Naohisa Inoue. Peintre touchant au surréalisme, à la fantaisie, ou ce qu'on peut appeler le réalisme magique. Et je trouve que ça s'applique parfaitement au film. Ça fait totalement sens. C'est un très bon choix d'artiste. Il a créé donc son propre univers, qu'il a nommé Iblard, qu'il collabore et illustre dans ses créations. Qu'il collabore, je dis n'importe quoi, pardon. Qu'il développe et illustre dans ses créations. Ça collabore. Voilà. Oh là, adieu à YouTube Monnaie. Merde. On va être censuré. Il a créé donc cet univers-là, et c'est de cet univers que provient l'esthétique visuelle des dites séquences dans le film. Si tu tends l'oreille, Inoue, il a collaboré à plusieurs reprises avec Miyazaki et Ghibli, comme tu disais. Donc voilà, je pense qu'ils ont fait appel à lui parce que cet univers correspondait bien à quelque chose d'un peu... onirique. Un peu fantasmagorique, d'un peu onirique, comme tu disais, quelque chose qui coupe bien avec le côté beaucoup plus réaliste et terre-à-terre du reste du film. Voilà, ça marquait, je trouve, quelque chose de très unique pour ces séquences-là, et c'était l'artiste parfait pour ça, apparemment. Donc, il est aussi écrivain, mangaka. Il a développé des projets artistiques interactifs sur CD-ROM à l'époque. Et pour Ghibli, il a réalisé un film. Dans son univers qui est, je crois, visible au musée de Ghibli, parce que la plupart des courts-métrages sont au musée de Ghibli. Et il a travaillé sur un autre court-métrage, je crois. Voilà. Yes. On a parlé un tout petit peu de la musique, mais sans trop s'y attarder jusqu'à présent. La musique est composée par Yuji Nomi, compositeur japonais, que je ne connaissais pas personnellement. Il a notamment travaillé sur La chasse à la baleine, donc un court-métrage pour le studio Ghibli, sorti en 2001, et Le royaume des chats, sorti en 2002, de Hiroyuki Morita. Donc film connecté à Si tu tends l'oreille. Et Ista, il a aussi travaillé sur Les ailes de Néamise en 87, puisqu'il était l'assistant de Ryuichi Sakamoto, donc célèbre compositeur, musicien, chef d'orchestre japonais, membre de Yellow Magic Orchestra. Voilà. Un jour. Peut-être un jour. Qu'avez-vous pensé de la musique? Incroyable. Oh, amazing. Amazing. Elle est super, la musique. Moi, je l'ai trouvée très très cool. Vraiment. Je sais qu'elle m'a un peu marqué, quoi. J'ai trouvé. Après, je ne saurais pas la définir, tu vois. C'est un truc orchestral. Il y a du piano, il y a des violons, mais je sais pas quoi dire de plus sur le coup. Mais parce que je me suis demandé si c'était Isashi, tu vois, sur le coup, parce que j'ai trouvé que c'était vraiment marquant. C'est vrai. Mais... Moi, j'ai pas pensé à du Isashi parce que il a quand même une petite patte que maintenant j'ai. Enfin, en tout cas, sur les Ghibli, j'ai réussi à l'identifier. J'ai pas encore trop écouté ce qu'il a fait à côté. Je sais qu'il a travaillé avec Kitano et compagnie, si j'ai pas de bêtises. Mais ouais, en tout cas, chez Ghibli, j'arrive à identifier sa patte. De la pète pas trop non plus. J'ai cru que t'allais dit pas de patrouille. Quoi? Non, te la pète pas trop. Te la patte patrouille, ouais, ça ressemble un peu. Te la patte patrouille, te la pète pas trop. C'est pas très dur. Déjà, il a fait les zig de tous les Miyazaki, donc je prends pas trop de risques, tu vois. Vrai, voilà, vrai. Et du coup, on aurait pu croire qu'un autre Ghibli. Je me mouille pas trop. On peut croire qu'il fait la musique de la patte patrouille, j'ai pas compris. Tout à fait. Mais ouais, donc globalement, vous avez plutôt accroché. Moi, je dirais maintenant pour avoir un petit vinyle là. Petit vinyle. J'avoue. J'étais sur YouTube tout à l'heure, écoutez, elle est vraiment cool la musique. Ouais. Il y a des thèmes assez marquants, il y a des trucs. Ouais, je suis d'accord. Elle est chouette. Ouais. Non, j'étais particulièrement touchée par la musique. J'ai pris beaucoup de plaisir, moi aussi, à les réécouter en dehors du podcast et à préparer le podcast aussi en l'écoutant parce qu'en vrai, ça fonctionne bien, quoi. Puis même la chanson, Country Road, version japonaise. Moi, je suis en version française sur le coup. Ah oui, c'est vrai. Il la chante en français, du coup. Ouais. D'accord. La scène dont parlait Claire tout à l'heure, elle chante en français. Ok. Oui, ce serait bizarre, c'est vrai.
Ouais. Il se mettait à chanter. Parce à qu'elle adapte les déconner. paroles Oui. et tout à sa langue, donc voilà. Ouais. Bah, moi, je trouve que c'est vraiment un joli travail de sa part. Et voilà, les scènes de chant fonctionnent tout autant que les scènes instrumentales. Ça s'ancre bien dans ce que dégage le film. Et ouais, c'est peut-être un petit peu moins marqué que du Hisashi, mais faudrait que j'écoute d'autres compos qu'il a faites. Monsieur Yuji Nomi. Mais ouais, ça fonctionne bien, c'était hyper agréable à écouter. Et je pense que je vais la mettre dans le BO que je vais écouter de temps en temps, en vrai. Quelque chose de chill, tranquille, pour travailler ou quelque chose de calme à écouter à la maison en fond. En vrai, ça passe très très bien et Carrément. vraiment agréable. Ouais, puis good feeling, quoi. Moi, je me demande juste pourquoi ce choix de Country Road exactement. Je sais pas trop. Est-ce qu'il y a une histoire derrière? Je pense que c'est vraiment Mais, voilà. la relation entre les paroles et puis le cheminement du personnage. Ils ont misé le truc là-dessus. Le fait qu'elle réécrive la chanson. Enfin, ça fait vraiment partie de l'histoire. Après, voir si dans le roman c'est comme ça, Ouais, peut-être aussi. c'est Ils vrai. disent qu'elle chante Country Road. Oui, parce qu'il n'y a aussi. pas la part Je sais pas. Enfin, on l'entend pas si tu lis le roman, donc faut l'imaginer autrement, en effet. Que là, ça prend sens puisqu'on l'entend beaucoup de fois dans le film, reprise de manière différente. Donc c'est cohérent. Et bah, elle est très importante. Je sais même pas si c'est la même chanson dans le Ouais, roman, je sais j'en sais pas. rien. Je sais qu'il y a pas mal de différences entre les deux. Mhm. Il y a pas mal de changements qui ont été Ouais, opérés. ça, c'est peut-être un choix. Mais je sais pas du tout s'il y a Country Road dedans, par contre. Mhm. C'est possible, hein, mais j'ai pas la réponse. Ça, il faut Ouais. pour savoir. Non, parce que c'est une musique américaine, c'est pas une musique Ouais, japonaise. C'est pour ça ouais. que je trouve ça bizarre, tu vois, d'aller chercher de la musique américaine, quoi. Ouais, Bah après, c'est parce que Ville Road, machin, je pense. ouais, c'est ça, à mon genre avis, des tout trucs comme ça. simplement. Là, ils ont voulu pousser la Ouais. métaphore sur ça. Si c'est un ajout, bah, ça fonctionne bien dans le Sûrement. film et c'est très À cool. mon avis, ça doit être un ajout, ouais. Ouais. Mais ouais, en tout cas, personnellement, ouais, j'ai trouvé aussi la musique très jolie et qui a une place importante, puisque je trouve qu'elle fait partie intégrante du coup du récit. Et elle symbolise aussi l'évolution et le parcours de Chizuku. Et dès le début du film, comme tu disais, Ista, j'étais assez surprise en fait d'entendre dans un Ghibli une chanson chantée en anglais, que Take Me Home Ouais. Country Road est interprétée au début du film par nul autre que Olivia Newton-John. D'ailleurs, je trouvais ça rigolo. La première version, celle qu'on entend au générique du début. C'est cool. C'est rigolo. Et C'est la vraie version, non? C'est pas ça? Non, c'est pas la vraie version, c'est une reprise. Ah, d'accord. Reprise, Ouais, une ouais. reprise aussi, ouais. C'est une reprise. Ok. Et c'est peut-être pas anodin d'avoir choisi aussi une reprise chantée par une femme, comme après ça va être Shizuku qui porte un peu ce flambeau-là, si je puis dire. Enfin, je sais pas. C'est peut-être un choix volontaire. Et j'ai trouvé ça du coup vraiment atypique et surprenant, mais dans le bon sens du terme, parce que cette chanson, elle a une aura particulière dans le récit, et ça m'a beaucoup plu. Et surtout, bah, du coup, elle est réinterprétée à plusieurs reprises dans le film en japonais. Elle est aussi très jolie, la version japonaise. Et c'est sympa, du coup, je trouve, de venir se réapproprier aussi la chanson, tout en y mettant de soi, de son identité, de sa culture, donc du coup japonaise pour Chizuku. C'est aussi ça le propos du film, finalement. C'est la apporter de soi dans l'art, etc., dans aussi une réadaptation d'une œuvre connue. Et donc, du coup, bah, je trouve que ça fait carrément sens, et c'est original, et ça apporte vraiment beaucoup au récit. Donc non, la musique, vraiment 20 sur 20 aussi. Tout fonctionne très bien dans ce film. Et ben, parfait. Ben, est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter? Moi, je suis d'accord. La musique, ça déboîte. Et je vais me la réécouter avec grand plaisir. Et oui, du coup, elle est vraiment, pour terminer, elle est elle est diégétique et extra-diégétique, parce que du coup, elle est inclue dans... Elle est chantée par les personnages plusieurs fois. Elle est inclue dans le récit, quoi. Le film. Ouais. Et Ouais. c'est utilisé avec deux procédés différents, et je trouve que c'est cool. Et j'ai réécouté, de toute façon, j'ai mis l'ending plusieurs fois tout à l'heure d'affilée. Mhm. Une petite vibe de fin, je trouve, qui est vraiment sympa, avec les personnages qui passent sur le pont, on a déjà parlé 2 fois, mais il y a un truc qui est très cool, et c'est un au revoir plutôt plaisant, sympa, et Ouais, tu sais que c'est pas une fin en soi. sur une note douce, c'est un au revoir doux, et je trouve ça cool. Carrément. Et ben, sur ces au revoir doux, je pense que... Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter, ou est-ce qu'on peut conclure Tu voulais pas présenter Je vois que tu avais mis un petit paragraphe sur Country Road. Je sais pas si... Oui, je peux dire que cette chanson prend son inspiration dans une chanson composée 100 ans auparavant, donc en 1870, parce que Take Me Home Country Road, la chanson d'origine américaine, a été composée en 71.
Donc la chanson qui donne toute son inspiration était composée vers 1870, je ne sais pas si on a la date exacte, et elle est intitulée Carry Me Back to Old Virginia. Apparemment, ça parle d'esclaves noirs, etc. Ça parle, pardon ? Ok. D'esclavagisme, Ah, d'accord, ok. d'esclaves noirs, etc. Ah, je savais pas qu'il y Mais avait ils disent dans la... un historique comme ça sur cette chanson. Ok. Dans les paroles de Country Road, il y a West Virginia. Il y a West Virginia, Ouais. Ouais, tout à fait. J'ai pas trop creusé là-dessus, mais voilà, il y a toute une... peut-être partir de son pays, perdre quelque chose, tout ça, le déplacement, enfin... Ça prend racine bien avant, donc il y a l'air d'avoir une histoire ultra intéressante autour de cette chanson, donc n'hésitez pas, si vous êtes curieux et que vous voulez creuser. D'accord. Ah oui, donc en fait, Take Me Home Country Road, c'est déjà une réinterprétation d'une chanson qui existait déjà 100 ans auparavant, si je comprends bien. Ouais, on peut dire ça, ça... Apparemment, elle prend vraiment inspiration dans Carry Me Back to Old Virginia. D'accord. Voilà. Je sais pas à quel point je suis pas allé écouter cette version-là non plus, donc... Mais je pense que ça peut être intéressant de s'y pencher, un de ces quatre, parce que la chanson est aussi jolie d'ailleurs. Ouais. Et si dans la chanson, il y a un côté, comme tu disais, partir de chez soi, tout ça, ça va avec le récit de Seiji qui va partir en Italie, tout ça. Ouais. Après, je trouvais qu'il y avait quelque chose peut-être du coup de moins dramatique dans cette version-là, Oui. de quelque chose de plus... où on sent l'espoir, tu vois, plus quelque chose de justement quitter la route pour tracer ma propre voie. Du coup, voilà, dans un propos très différent, du coup. Ouais, un contexte plus léger. Ouais. Mais qui va avec le personnage de Exactement. Shizuko. Ok, ouais. Sur ce, je vous invite on va conclure avec ce film. Mm-hmm. Et puisque la France veut savoir, c'est l'heure du débat, quel aura été votre film coup de cœur pour cette sélection des enfants perdus? Qui veut rappeler les films que l'on avait sélectionnés? Alors, il y avait Anastasia, Spider-Man, je sais plus c'est quoi le Into the Spider-Verse. Into the Spider-Verse, pardon. New Generation, ouais. Et si tu t'en le français, ça. Et quel est votre choix? Parce qu'il va falloir choisir. Ah, c'est archi dur. C'est vraiment Moi, je t'avoue, dur. Quand j'ai vu le film, je me suis dit, bidon, mon choix, il est fait. Puis après, je me suis dit, ah ouais, mais non. Là, il y a ça. Spider-Man, en fait. Merde. Donc en fait, non, je fais le malin et je sais pas quoi choisir. C'est très dur parce que Anastasia, ça joue sur la nostalgie un petit peu. C'est un film que j'aime beaucoup. Spider-Man, c'est une claque visuelle sur plein de domaines. C'est une révolution un peu de l'animation. Donc forcément, c'est quelque chose d'assez incroyable. Et ce Ghibli-là, il m'a touché droit au cœur. Donc c'est très très difficile. C'est 3 films très différents. Je pense que je partirais quand même sur Si tu tends l'oreille, parce que j'ai énormément adoré évidemment le Spider-Man. T'as touché quoi. Mais même si le Spider-Man m'a aussi touché, je sais pas. Je pense que j'étais vraiment profondément touchée par le récit de Si tu tends l'oreille, même si c'est complètement différent. On n'est pas du tout dans le même récit, dans le même. Enfin, même si on retrouve des thématiques communes, sinon on n'aurait pas mis les films dans la même thématique, mais. S'il faut faire un choix, c'est difficile, mais je pense que je choisirais Si tu tends l'oreille. Ouais. Parce que peut-être, je me doute que l'un d'entre vous va quand même choisir Spider-Man. Donc, il ne sera pas laissé au placard. Moi, Anastasia, j'ai raconté que j'avais des petits problèmes avec le film. Tu prends pas Anastasia? Comment? J'ai des petits soucis. Putain, c'est étonnant. Même si Nat a donné des bons arguments pour défendre le film, je trouve. Et puis là, il y en a un, c'est un super-héros. Qu'est-ce que je te dis, c'est une super-héroïne du quotidien. Ouais, moi, c'est Spider-Man. Hein. C'est Spider-Man, je suis désolé. Non. Mais je m'ai donné une mention honorable. Voilà. Allez. Ah, si tu tends l'oreille. Est-ce que je fais un roulement de temps? Toi, Nero, vas-y. Le choix est dur. Hein, Voilà, ouais. Parce
qu'Anastasia. Ça joue vraiment entre Anastasia et Spider-Man pour toi? Ouais, moi ça joue. Non, pas entre, Anastasia. moi ça se Spider-Man joue entre et- Anastasia et Anastasia. Ouais, hein, moi. Vraiment. Ouais. Je sais que tu mens. C'est- Ah, là, le choix est Pour toi, vraiment ça- dur entre Spidey et Si tu tends l'oreille, hein, parce que c'est vraiment deux films qui m'ont énormément touché avec. Visuellement, c'est deux films incroyables. Après, le truc, je pense que là, si tu entends l'oreille, tu l'as découvert. Donc, Ouais. c'est pour ça que ça t'a plus marqué, je pense. Enfin, Ouais, et puis je pense que ça te marque plus quand c'est à et- chaud que c'est. Ouais. Et puis c'est des thématiques qui me parlent beaucoup parce qu'en ce moment, lâcher plein de trucs pour faire juste ce que t'as envie, passer tes journées à peindre, à dessiner et tout, c'est un peu Ouais. ma life Ah en oui. ce moment. Donc je me retrouve Ouais. beaucoup dans ce film. Et je pense que ça va être Si tu Ah, tends je suis l'oreille. Ouais. surprise. Même si. Je pensais André Spider-Man. Oui, ça que j'allais prendre, donc de toute façon. Je t'avoue, quand il y a eu le vote, je me suis dit, bah ça va être cool, on va découvrir un chouette film Si tu tends l'oreille, mais bah c'est clair, ça va être compliqué de passer au-dessus de mon revisionnage de Spider-Man et c'est un film qu'on a tous les trois adoré, qu'on a aussi un peu encensé avec Max dans le podcast, qui est incroyable, qui est bien écrit. Enfin, Clairement. c'est vraiment un film. C'est même pas animation, c'est un film incroyable de ces Ouais. dernières années, je trouve. Et le film est vraiment fou et il m'a marqué comme plein de gens. Il aura marqué l'industrie, le ciné et compagnie. Et rien que visuellement, c'est incroyable. Et puis, de toute façon, la zik, l'anime, tout est fou. Mais là, là, on rappelle, c'est vraiment un choix personnel. Et c'est vrai que Si tu tends l'oreille, il m'a pas forcément pris au trip de la même manière que Spider-Man, mais voilà, il m'a touché sur plein d'autres choses et le mood, l'ambiance, les thématiques qui me parlent vraiment directement à moi, Ouais, c'est ça. Ouais. petit artiste. J'ai l'impression que le film me parlait directement, quoi. Et donc ouais, non, j'ai vraiment adoré. Et oui, comme tu rappelles, Ista, là, c'est une découverte que j'ai fait il y a quelques jours et c'était fou, quoi. J'ai vraiment adoré ce genre de surprise là, comme j'ai eu avec Spider-Man à l'époque quand je découvrais la première fois. J'ai adoré. Et je pense que si j'avais découvert là Spider-Man, Oui, forcément. peut-être que le choix aurait été encore plus dur, mais ce côté découverte, mood, et j'ai l'impression de voir un film doudou alors que ça n'en est pas un. Je viens de le découvrir, donc c'est assez particulier. C'est vrai. Et ouais, c'était incroyable. C'était incroyable, donc vraiment Spidey, si par hasard des gens nous écoutent et que vous l'avez pas vu, vous arrêtez pas éventuellement à Ah du non, super-héros non, et tout, c'est vraiment un film incroyable. Moi-même, je suis pas Regardez-le, et spécialement. Si tu tends Enfin, l'oreille, je c'était kiffe fou, quoi. un peu, tu vois, les trucs de super-héros, mais c'est pas forcément ma cam à 200%. Là, vraiment, c'est un très grand film que j'ai adoré, donc ne vous arrêtez pas à ça, clairement. Foncez. Et voilà, Anastasia, c'est sympa, mais c'est un film avec lequel j'ai un peu grandi. Mais bon, c'est pas. Je ressens. Enfin, j'ai pas ressenti ce que j'ai ressenti. C'est un film sympathique, Bien c'est sûr, un ouais. chouette film, mais voilà, c'est pas ce que j'ai ressenti avec Si tu tends Non, l'oreille moi ou non plus, je le Spider-Man, mets quoi. pas au même niveau. C'est plus la nostalgie, tu vois, de dire le film a marqué par. Enfin, Oui, dans le prisme des yeux de mon enfance, tout ça. Mais non, c'est sûr que. Je pas au même niveau non plus. Donc ouais, voilà, c'était dur de choisir quand même, mais bon, Ouais. ça reste des choix perso. Peut-être que dans C'est 6 mois vrai. ça va changer, comme on le rappelle. Ça veut pas dire qu'il y a un film supérieur aux autres. Ça veut juste dire que nous on a kiffé et que sur l'instant on a peut-être préféré parce que à tel moment il y a ça qui nous a touché plus que d'autres et Ah, voilà. C'est triste. Spider-Man, il loupe son home run parce qu'il a pas eu The Prodigies en face. Ah ouais. C'est vrai. C'est vrai. Moi j'avoue que si j'avais eu The Prodigies en face, bon, j'aurais voté Spidey. The Prodigies j'avais kiffé à l'époque, mais Spidey c'est vraiment un truc. C'est voilà, c'est comme On est si tu d'accord, disais Spidey je choisis entre Akira et je sais pas, enfin des films comme ça de cet Akabi, un Ghost in the Shell, voilà qu'on a parlé face, je sais pas, enfin bref. Ouais, Après, vaut ça mieux se trouve, si s'arrêter on les avait. Pardon, excuse-moi. Vas-y toi. Je disais, si on les avait vus dans un autre ordre, on aurait peut-être même pas fait le même choix. Enfin, tu sais, des fois, c'est bizarre. Oui, exactement. Là, c'est celui qu'on a vu en dernier. Si tu tends l'oreille, c'est peut-être encore assez frais dans notre tête, tout ça. Et on a mis peut-être un peu de temps aussi à enregistrer entre les films. Enfin, tout simplement, tu sais, si on a vu Spidey là en dernier, peut-être on serait un peu dans le truc, genre, on s'est repris une claque et du coup. Mais, Oui, c'est vrai, il y a de ça aussi. Ouais. Ouais, puis moi perso, j'ai bien ruminé le film. Là, on l'a vu il y a un peu plus de 2 semaines maintenant. Ouais. Moi et Claire, et je sais pas pour toi, Ista, ça fait un peu plus de 2 semaines aussi, non? Ça fait à peu près 2 semaines, je crois. Et Ouais. moi, j'ai bien eu le temps de ruminer sur Vous le l'avez film. vu, je l'avais vu juste avant, je crois, 3 semaines, je pense. Ouais.
Donc j'ai bien eu le temps d'y penser, d'y réfléchir et tout. Et oui, c'est un film qui m'a un peu travaillé dans le bon sens du terme, hein, mais voilà, qui m'est resté un peu en tête. Et voilà, superbe découverte. Et je vous le recommande vraiment chaudement. Si vous l'avez pas vu, franchement, foncez. Ouais, un Ghibli qui mérite à être plus connu, je pense. Ouais, sous-côté. Ouais. C'est du poulet. Voilà, comme je le rappelle, j'ai fait 2 tables basses avec ma tête, j'ai pété mon crâne. On se casse le crâne, c'est ça. Donc j'ai 4 tables basses parce que je l'ai fait aussi avec Spider-Man. Des petites tables basses, mais... J'ai trop de tables basses, si vous en voulez une, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un message. On va conclure cet épisode. Tu les casses, tes tables, Hashtag j'ai pas table compris. basse. Ah ouais, je pète mon crâne, ça fait ma table basse, elle se casse en 2, ça me fait 2 tables basses. Ah ouais. Voilà. La vache, elles sont pas très solides, tes tables basses. Ouais, puis Il a le crâne j'ai dur. peut-être un peu fort. Ouais, j'ai peut-être un peu fort. Hein. Il a aussi le crâne Moi, je pense maintenant. que... je pense que ça, je vais à l'hosto, moi. Ok. Mon crâne, c'est comme les œufs et le temps, il est dur. Tant que Ah, les ok, œufs sont c'est durs. bon. Je veux dire quoi Ça, c'est une petite ref pour un truc... Qui arrivera bientôt. Sauve. Ah, peut-être. Écoutez, merci d'avoir suivi notre épisode. On espère qu'il vous aura plu et que peut-être ça vous aura fait une jolie découverte comme pour nous, ou redécouverte pour Ista. N'hésitez pas à vous abonner et à partager notre épisode sur les différents réseaux sociaux. Et vous pouvez nous suivre d'ailleurs sur ces réseaux, donc à Stop Motion Pod sur Twitter, Instagram et Facebook pour ceux qui ont fait la guerre. Vous pouvez également nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. On a un prochain thème à vous annoncer. Qui veut l'annoncer ? Écoute, on a un prochain thème. Ça s'appelle « C'est une vraie boucherie ». C'est une vraie boucherie. Et on commencera avec un film espagnol, si je ne dis pas de bêtises. Je n'ai pas revérifié mes notes. Oui, c'est espagnol. Oui, c'est espagnol. Super bien, le professionnalisme. Donc Unicorn Wars, c'est sorti en 2022. Et c'est un film réalisé par Alberto Vasquez. Ça aurait pu te mettre la puce à l'oreille. J'avais oublié le nom du réalisateur. Okay. J'ai ouvert mes petites notes, on va pas se mentir. Voilà. C'est un film récent, du coup. C'est une coproduction espagnole et française. Ok. Donc ça va dépoter. N'hésitez pas à le voir si vous l'avez pas vu. Nous, on l'a déjà vu. Moi, je l'ai pas vu. Enfin, moi, Ista, on l'a vu. Claire, ça sera une découverte. Ouais. Merci pour votre soutien. Merci de nous avoir écoutés. On espère encore que l'épisode vous aura plu. Vous pouvez faire un petit tour du côté Ultimate aussi si ça vous chante. On y parle de séries d'animation, même s'il n'y a pas d'épisode sorti depuis un moment. Les épisodes sont là, donc si vous les avez pas écoutés et que vous êtes curieux, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Les copains, c'était cool. Chouette découverte, chouette épisode, je me suis bien marré. Carrément. Ouais. Du fun en bas.